Donc, c'est ça. Je vais y aller. Ben, tout d'abord, en fait, je vais juste vous introduire un peu le sujet. Puis, suivant ça, je vais passer la parole à Lisanne. Euh, donc, c'est ça, un revenu de base en agriculture. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et plus généralement aussi, on va parler de l'idée d'un revenu de base là, de façon plus générale, essayer de décortiquer le concept. Donc, est-ce que l'idée vous surprend? Peut-être, en fait, hein, c'est une proposition qui nous sort effectivement de ce qu'on entend généralement en agriculture. Mais il faut dire que même au Québec, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une idée qui est tout à fait nouvelle. Jean Pronovo en a d'ailleurs fait la recommandation dans Agriculture et agroalimentaire, assurer et bâtir l'avenir, qui est déposé là, à la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois en 2008. Ce rapport-là qui est mieux connu sous son petit nom de rapport Pronovo. Là. Déjà, donc en 2008, Jean Pronovo, après avoir fait une étude exhaustive du système agricole québécois, en était venu à proposer une idée de ce qu'il appelait le programme de soutien à l'entreprise agricole, qui avait beaucoup de caractéristiques communes à ce qu'on pourrait appeler un revenu de base. Puis déjà, il y avait une idée derrière ça, c'était une réforme de l'ASRA, qui est le programme d'assurance de stabilisation des revenus agricoles. Donc, c'était de modifier ça légèrement de façon à être en mesure de distribuer un revenu équitablement, de façon universelle, à l'ensemble de la population agricultrice. Déjà, il y avait trois objectifs là, qui étaient liés à cette proposition-là de programme de soutien à l'entreprise agricole. D'abord, il disait qu'un tel programme pourrait permettre de compenser pour certains coûts associés au caractère nordique de notre agriculture. Il disait aussi que c'était une bonne façon d'inciter les producteurs et les productrices à adopter les meilleures pratiques de culture et d'élevage, autant pour le respect de l'environnement que pour la viabilité de l'entreprise. Finalement, il disait aussi qu'un programme comme ça pourrait laisser à l'agriculteur et l'agricultrice la liberté de choisir les productions qui paraissent les plus appropriées à sa situation. Concernant ce troisième point-là, il faut mentionner que M. Pronovo voulait financer ce programme par une refonte de l'ASRA, comme j'ai mentionné. L'ASRA, encore aujourd'hui, fonctionne comme une assurance collective, mais s'applique à des cultures puis des élevages en particulier. Donc, ce que Pronovo dit dans son rapport, il y a de ça maintenant 13 ans, c'est qu'un tel système joue comme fort incitatif dans le choix des cultures par le producteur et la productrice. Donc, le choix de la culture pour Pronovo, en fait, ne vient pas nécessairement de l'agriculteur lui-même et n'est pas nécessairement adapté à la situation propre à cette personne-là. Et puis d'ailleurs, Pronovo le mentionne textuellement, là, oups, j'ai perdu ma souris. Il mentionne textuellement qu'il faut redonner davantage de pouvoir aux agriculteurs et aux agricultrices parce que c'est ça, au final, et c'est lui qui le dit, et on le pense aussi, qui va créer les conditions à l'émergence d'une agriculture plurielle où cohabitent des modèles adaptés régionalement. Jean Pronovo en a parlé, mais le contrevers de l'Union paysanne en parle aussi. Il est question d'un système de rétribution aux agriculteurs et agricultrices en fonction de services écosystémiques qui sont rendus. Donc, déjà, bon, Pronovo propose quelque chose, l'Union paysanne propose autre chose. Ça rend déjà un peu compte de la diversité que peuvent prendre des modèles de revenus de base. Puis ça, j'ai bien confiance qu'on va en parler aujourd'hui de ces différences-là. Mais l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de réactiver la notion, la réflexion sur cette notion-là. Est-ce qu'on voudrait, par exemple, que l'Union paysanne soit un véhicule politique dans la promotion d'un tel revenu? Est-ce qu'on voudrait que l'Union paysanne joigne ses efforts à des groupes déjà investis dans une démarche de revenu de base, comme l'Arbre, par exemple? Donc, c'est des questions auxquelles on pourra se donner de répondre collectivement. Là. Puis, bon, j'ai parlé de l'Union paysanne. Qu'est-ce que c'est, hein, dans le fond? Hein? Pour les personnes qui ne le savent pas nécessairement, l'Union paysanne a initialement été fondée en syndicat agricole en 2001. Puis ça s'était fait dans un vent massif d'opposition au monopole syndical de l'UPA. Puis c'est seulement à partir de 2016 que l'organisation devient une OBNL, donc une organisation à but non lucratif. C'est une organisation qui est à la fois paysanne et citoyenne. Donc, j'en profite pour faire un petit rappel. En fin de semaine, on aura notre Assemblée générale annuelle le 13 mars. Donc, que vous soyez paysan, paysanne, que vous soyez citoyen, citoyenne, peu importe, si vous êtes intéressé ou préoccupé par l'agriculture, vous êtes bienvenus.
Puis, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi là, dans la prochaine diapositive. Là. Donc, en tout cas, bref, les principales luttes de l'Union paysanne, bon, il y a la défense de la petite agriculture, qui se fait par la promotion de différents modèles de production agricole, et aussi qui s'érige dans un vent d'opposition au phénomène d'industrialisation de l'agriculture, qui est une notion que je vais aborder plus tard, lorsque ce sera à nouveau à mon tour de parler. Ensuite, bien sûr, l'Union paysanne s'oppose au monopole syndical, mais plus exactement, en fait, fait la promotion de la pluralité syndicale en agriculture. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de remplacer le syndicat qui est actuellement présent, mais vraiment de créer un climat où les agriculteurs et les agricultrices auront un choix syndical, puis pourront décider de qui les représente le mieux afin de transposer ou transporter leurs intérêts vers différentes sphères. Puis l'axe transversal de tout ça, c'est la promotion des souverainetés alimentaires, que je vais expliquer aussi dans la prochaine diapositive, et qui n'est pas à confondre au concept d'autonomie, d'autosuffisance et de sécurité alimentaire. Puis, à l'Union paysanne, on croit que les souverainetés alimentaires s'atteignent en pratiquant l'agroécologie paysanne. Donc, c'est ça, juste brièvement, la petite définition, souveraineté alimentaire. Donc, voyons ça comme des systèmes autonomes régionalisés où des lieux démocratiques permettent la rencontre des paysans, paysannes et des citoyens, citoyennes pour collectivement décider de notre alimentation, de la manière de la distribuer entre nous et de la produire. Donc, les citoyens et citoyennes, autant que les paysans, paysannes, occupent une place centrale dans les systèmes agroalimentaires souverains. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Union paysanne fait appel à tout le monde. Donc, on mange tout. On devrait tous avoir une part de la décision sur comment on veut produire, comment on veut manger. Donc, l'Union paysanne a pour mission fondamentale d'unir la consommation et la production, puis croit que leur réunion puisse jeter les bases d'un mouvement radical de transformation sociale. Lorsque je dis radical, je veux dire vraiment dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire à la racine, porté par une base, porté par l'unité collective. Là, puis, je parle aussi de réunion, parce que le phénomène de détachement de la production agricole puis de la consommation alimentaire, c'est un fait conjoncturel qui se dénote dans un contexte socio-historique précis, qui est celui de l'ultralibéralisation du capitalisme, qu'on appelle parfois néolibéralisme. Donc, ce n'est pas depuis la nuit des temps, en gros, qu'on considère deux secteurs distincts, à savoir l'agriculture puis l'alimentation, comme si c'était deux choses séparées. Là. En fait, depuis les années 70, même 60, le détachement s'opère. Notamment lorsque, globalement, il y a eu une volonté de réduire le nombre de fermes autosuffisantes pour les inscrire dans des perspectives commerciales. Puis, ça a été renforcé dans les années 90, lorsque le néolibéralisme s'est imposé comme doctrine dominante dans les hautes sphères internationales, puis qu'il a été question de marchandiser l'aliment, d'intégrer l'agriculture au commerce international. Et finalement, pour clore cette petite présentation de l'Union paysanne, pour être en adéquation avec les valeurs qu'on veut promouvoir, avec cette idée-là que les citoyens doivent travailler avec la paysannerie et puis faire équipe, dans le fond, l'Union paysanne a annoncé sa volonté d'horizontaliser au maximum sa structure. Et ça s'est fait en 2020. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui nous porte à organiser cette Assemblée citoyenne paysanne aujourd'hui pour discuter d'une question, puis voir si on ne peut pas émerger avec une proposition. Donc, je vais laisser la parole à Lisanne, si tu le veux bien. Allô, allô. Alors ça, moi, je fais partie de l'Arbre et là, je vois des noms là, dans les participants qui sont aussi de l'Arbre, donc je ne suis pas seule. Là. On va pouvoir revenir un peu sur cette alliance citoyenne qui est l'Alliance pour le revenu de base des régions Est. Notre principale mission, c'est vraiment d'informer, éduquer, consulter sur le revenu de base dans le but d'instaurer un projet pilote dans la région. Je le garde pour plus tard, les détails. Plus par rapport aux détails techniques, est-ce que les gens, en tout cas, sont un peu à l'aise avec le chat? Alors, si vous regardez dans les options dans le bas de votre écran, normalement, il y a l'option chat, converser. Vous pouvez l'ouvrir. N'hésitez pas à aller poser des questions dans le dit chat. Toute question de reformulation, clarification, il y a quelqu'un qui va les noter, puis on va donner comme la parole à cette personne-là pour qu'elle puisse résumer les questions qui auront été posées, juste pour pas qu'on se coupe pendant les présentations. Ça va être plus en première partie. Deuxième partie va avoir une assemblée plus ouverte où là, vous allez être invité à prendre la parole. Vous pourrez utiliser la petite main bleue pour ceux qui sont familiers avec. Puis les personnes qui sont moins familières là, avec la main bleue, levez la main à l'écran, puis on va essayer de vous donner la parole. N'hésitez pas pour toute
questions, il ne faut vraiment pas vous gêner à écrire ça dans le chat. Qu'est-ce que je vais dire sinon? Ah oui, on vous invite à écrire votre région où vous habitez dans le chat pour savoir un peu quel territoire on couvre aujourd'hui, à qui on s'adresse. Puis je rappelle ça que c'est enregistré. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, vous pouvez évidemment éteindre votre caméra, mais vous pouvez aussi m'écrire pour que j'arrête d'enregistrer la rencontre. Fait que c'est pas mal ça pour la présentation un peu de la technicalité. C'est ça. On a aujourd'hui Thomas Savy, d'Action populaire Rimouski-Neigette, qui va prendre la parole. Ambre Fourier, autrice de l'essai Le revenu de base en question, qui est paru aux éditions Éco-Société. Moi-même, Lisanne Picard-Paquin, membre de l'Arbre, et Gabrielle Leblanc de l'Union paysanne qu'on vient d'entendre. Je lance la parole à Thomas Savy. Eh bien, salut tout le monde. Vraiment, je suis assez content, honnêtement, de pouvoir vous parler et de pouvoir échanger avec des paysans et des paysannes aujourd'hui. C'est ça. Je suis un peu les activités de l'Union paysanne d'un peu trop loin, j'ai l'impression. Donc, c'est ça. J'ai très hâte de vous entendre sur le sujet et de voir aussi que vous vous mobilisez autant. Là, on est 68 en ce moment autour du revenu de base. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais vous jaser un petit 15 minutes. Comme Lisanne me l'a dit, moi, je suis intervenant pour un groupe en défense des droits des personnes en situation de pauvreté qui est basé à Rimouski, qui s'appelle Action populaire, qui sont à l'aide sociale, les personnes qui reçoivent des prestations du fédéral, comme par exemple la PCRE, toutes les nouvelles prestations qui sont sorties à cause de la COVID, dans le fond, comme réponse à la crise des gens qui sont au chômage. Et les organismes, dans le fond, dont on fait partie, dont l'Arbre, par exemple, la plupart comme revendication l'instauration d'un revenu de base. Donc, en tant que première personne à intervenir, je me suis dit que j'allais faire une présentation très générale, très simple, parce que je ne connais pas nécessairement, en fait, je ne connais absolument pas tout le monde ici. Donc, je ne sais pas vos niveaux de compréhension de c'est quoi le revenu de base, c'est quoi l'aide sociale, c'est quoi le chômage, c'est quoi les prestations sociales. Donc, je me suis dit, je vais faire ça vraiment général. Puis, on contextualisera avec vos questions à la fin. On rapprochera ça de la paysannerie et aussi de questions d'actualité comme la PCU, par exemple, et la crise économique qu'on vit en ce moment. Ça fait que, parler de revenus de base, c'est ça. Ah oui, puis dites-moi, si je parle trop longtemps, Gabrielle, Lisanne, vous me ferez des signes. Voilà, exactement. Donc, c'est ça, parler de revenus de base. Tout d'abord, c'est parler de revenus, c'est parler d'argent. C'est pas super excitant, mais c'est essentiel parce que dans la société dans laquelle on vit actuellement, la manière dont elle est organisée, la manière dont on échange des ressources, dont on distribue des biens, il n'existe pas puis j'aimerais vous dire que ça existe, mais il n'existe pas des réseaux d'entraide assez élargis, des espèces de pots communs dans lesquels il y a des ressources, il y a des biens, et que tout le monde peut simplement piger pour remplir ses besoins. Il y a quelque chose qui nous permet, par contre, de subvenir à nos besoins parce que la plupart de nos besoins, en fait, sont des marchandises. Et ça s'appelle de l'argent. Donc, quand on pense à ces marchandises-là, à des choses comme la nourriture, il faut la payer, sa nourriture. Quand on pense à son logement, il faut payer son logement. Son transport, hein, si on prend l'autobus, si on prend le taxi, si on s'achète une voiture, il faut payer ça. Ses soins de santé, ses médicaments, son hygiène, tout ça, il y a un montant associé à ça. Et il y a des indices qui calculent combien d'argent ça nous prend pour réussir à combler tous ces besoins-là. Il y en a un qui est fait par Statistique Canada et qui est utilisé par le gouvernement du Québec pour
mesurer la pauvreté, donc voir combien de personnes sont en situation de pauvreté au Québec, et ça s'appelle la mesure du panier à la consommation. Ce que ça nous donne, cette mesure-là, c'est un chiffre qui nous dit à tel endroit, admettons que tu vis à Vancouver, que tu vis à Shawinigan ou que tu vives à Percé, si tu as ce montant-là de revenus, tu vas être en mesure d'être capable d'acheter tes besoins essentiels. Donc, c'est quantifiable. Et ça, cet indice-là, c'est important parce que ça nous montre que si on n'a pas assez d'argent, on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on est en train de vivre, où est-ce qu'on est en train de vivre dans la dignité. En fait, on est en mode survie. Et pas seulement la nôtre, mais aussi celle des proches ou de personnes qu'on pourrait avoir à notre charge. Sachant cela, on se demande ensuite comment l'argent est distribué dans notre société. La manière la plus répandue, c'est l'emploi salarié. On va pouvoir aussi parler de travail autonome, vu qu'il y a beaucoup de paysans et de paysannes avec nous. Mais bref, c'est ça, l'emploi salarié, on sait depuis environ 300 ans que ça ne réussit pas à combler les besoins. Hein? À travers les époques, il y a toujours des personnes qui vivent dans la misère. On les appelle les prolétaires, on les appelle les travailleurs, travailleuses précaires. Pour pallier à ça, il y a des prestations qui sont faites par le gouvernement, hein, qui s'appellent des prestations sociales, chômage, aide sociale, Régie des rentes du Québec, supplément de revenu garanti, tout ça. Ces prestations-là aussi, elles ont d'énormes lacunes, elles excluent des gens. Hein? Notre système de chômage, par exemple, c'est la moitié des personnes qui sont en situation de chômage, donc qui sont sans emploi, qui ne sont pas capables de toucher à des prestations de chômage. Donc, on a une assurance qui est faite pour des personnes en situation de chômage, mais qui n'assure pas le revenu de ces personnes-là. On a l'aide sociale qui est excessivement discriminant. Ça ne permet pas aux gens de vivre dans la dignité. Tout d'abord parce que le montant de base à l'aide sociale, juste pour vous donner un exemple, il est en deçà de la moitié du panier à la consommation. Donc, en ce moment, le montant de base à l'aide sociale, c'est 708 $ et c'est environ 1600 1700 $ si je me souviens bien, le panier à la consommation qui est utilisé par le gouvernement du Québec. Donc, ça ne permet pas aux gens de vivre dans la dignité et ça, même que ça vient maintenir des gens dans la pauvreté, ce qui fait qu'année après année, on a un nombre important de personnes, pour donner l'exemple au Québec, par exemple, de personnes qui vivent dans la pauvreté. En ce moment, au Québec, c'est 800 000 personnes. C'est l'équivalent de la région métropolitaine de la ville de Québec. C'est des personnes qui sont en situation de survie, en gros. Le revenu de base là-dedans, c'est, entre autres, là, une manière de venir pallier à ces lacunes-là. Du fait que l'économie de marché ne réussit pas à distribuer l'argent de manière efficace et du fait que les prestations gouvernementales, elles non plus, n'arrivent pas à faire en sorte que dans une société riche, il n'y ait plus de pauvreté. Donc, grosso modo, je vais vous lancer une définition du revenu de base que Ambre Fourier va clairement mieux définir que moi plus tard, ou va en donner une définition plus étoffée. Mais Ambre fait non de la tête, alors je ne sais pas. Mais bref, c'est ça. Un revenu de base, c'est un montant qui est versé régulièrement à des membres d'une communauté qui les permet de ne pas tomber en dessous d'un certain seuil. C'est-à-dire que on établit un seuil. Là, je vous ai parlé, par exemple, de la mesure du panier à la consommation. On établit un seuil et on se dit qu'on remet de l'argent à toutes les personnes dans la communauté pour que personne réussisse à tomber en dessous de ce seuil-là. Et dans le fond, que sa santé en écope, etc. Donc, ça s'accompagne le plus souvent de mots comme inconditionnel, vous allez voir aussi garantie, universelle, mais
l'idée, c'est vraiment de ne pas faire un filet social où est-ce que justement, en fonction de certains critères, des gens vont être assurés, vont recevoir des prestations ou non, mais de faire un plancher en dessous duquel personne tombe. Pourquoi c'est utile ou pourquoi on considère que c'est important qu'un revenu de base soit mis en place? C'est surtout parce que la pauvreté, elle a un coût. Ça, c'est su depuis assez longtemps. La pauvreté, elle coûte plus cher à maintenir en place qu'à éradiquer. Il y a un excellent rapport qui a été fait là-dessus, que j'ai d'ailleurs une version papier dans mes mains en ce moment, qui s'appelle « Le sens des sous, résoudre la pauvreté », qui a été fait par le Conseil national du bien-être social en 2011. Et ce que ça nous apprend, ce rapport-là, c'est qu'assurer aux personnes un revenu qui les sort de la pauvreté, coûterait moins cher que les effets de la pauvreté sur les systèmes de justice, d'éducation, de santé, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on a vues aussi dans d'autres moments. Par exemple, il y a eu des expériences qui ont été faites de revenus de base sur Terre, je veux dire, dans différents pays. Et je vais vous glisser un mot sur quelques-uns de ces expériences-là et vous dire quels effets on peut voir quand on donne un revenu de base à des gens. Une expérience qui est assez célèbre, c'est celle du Mincom. Ça, c'est une expérience qui a été faite au Manitoba. On a donné des revenus de base à des personnes, à des ménages en situation de pauvreté ou de faible revenu dans une communauté rurale qui s'appelle Dauphin et à Winnipeg. Et ensuite de ça a été pendant 5 ans, si je me souviens bien, de 74 à 79, si ma mémoire est bonne. Et puis, ensuite de ça, il y a une chercheuse qui s'appelle Evelyne Forget qui a repris ces résultats-là et qui les a compilés. Parce que dans le fond, l'expérience avait été coupée avant sa fin. Et qu'est-ce que Evelyne Forget a découvert? Pour les gens qui recevaient le revenu de base, comparativement à une communauté qui avait été mise, une communauté de contrôle, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme on comparait la communauté de Dauphin à une communauté similaire à qui on ne donnait pas le revenu de base. Il y avait moins d'hospitalisation et la durée des hospitalisations était moins longue. Et ça, c'est vrai. Donc, on se présente moins à l'hôpital lorsqu'on reçoit un revenu de base. Et c'est vrai pour tous les diagnostics, mais notamment, on peut penser aux hospitalisations en santé mentale qui avaient été dénotées et aussi pour les accidents et les blessures. Un autre indicateur qui est assez intéressant, il y a une baisse de la fertilité chez les jeunes femmes de moins de 25 ans qui serait attribuable au fait qu'elles poursuivent leurs études. Donc, elles décident d'acquérir une formation plutôt que de se marier à un jeune âge. Et une des raisons principales, en fait, pourquoi l'expérience avait été commandée par les gouvernements, c'était pour voir si on donne de l'argent au monde, dans le fond, est-ce qu'ils vont arrêter de travailler? Et ça a été... le contraire a été prouvé, en fait. On a remarqué, dans le fond, que ça n'enlève pas le goût aux personnes de travailler, sauf pour 2 catégories de personnes, c'est-à-dire les mères ayant des enfants en bas âge et les adolescents qui décident de continuer leur secondaire pour le finir, plutôt que de rapidement intégrer le marché du travail. Donc ça, c'est super intéressant, hein, parce qu'on a des préjugés par rapport aux gens qui ne travaillent pas. On a des préjugés par rapport aux gens qui décident de vivre, pas qui décident, mais qui finalement vivent avec des prestations sociales plutôt qu'avec un revenu de travail. Et là, on voit qu'en fait, c'est pour des raisons qui sont très facilement compréhensibles et qui sont même super utiles, du genre s'occuper d'un enfant et poursuivre une formation.
2 autres expériences. Est-ce que dans le temps, ça a de l'allure pour l'instant? Oui? OK. Donc, je continue. Une autre expérience qui a été faite en Ontario euh, et dont les résultats sont sortis très récemment, en 2020. Lorsqu'on donne un revenu de base à des personnes, on voit des effets bénéfiques sur tous les indicateurs suivants dont je vais vous parler. Donc, santé, logement. Donc, évidemment, les personnes sont incapables de payer un loyer qui n'est pas insalubre, qui est plus adapté à leurs besoins. Une confiance en soi qui s'améliore. La sécurité financière, donc la capacité de payer ses factures, hein, de ne pas les accumuler, de ne pas s'endetter. Et la sécurité alimentaire, d'avoir le frigo plein. Ça aussi, il y a de l'amélioration pour les personnes qui reçoivent un revenu de base. Les résultats, ça c'est intéressant, les résultats les moins conclusifs, ça concerne l'emploi, mais en aucun cas est-ce que c'est relevé que les personnes sont plus paresseuses parce qu'elles reçoivent le revenu de base. En bref, les gens qui travaillent, parce qu'il y avait des gens dans cette expérience-là qui travaillaient tout en recevant un revenu de base, et ces personnes-là, parce qu'elles ont reçu un revenu de base, n'ont pas nécessairement arrêté de travailler. Même que dans tous les répondants, il y a plus de la moitié qui ont dit qu'ils ont senti que leur recherche d'emploi était facilitée et même qu'il y avait plus de motivation pour trouver un meilleur emploi. Donc, ça aussi, c'est intéressant à voir. Hein? On sait que nos gouvernements et les ministres qui se succèdent à la solidarité sociale considèrent que quelque chose qui incite les gens à aller trouver de l'emploi, c'est plutôt de baisser tellement les prestations d'aide sociale que finalement, le marché de l'emploi devient enviable. Et ça, ces résultats-là, ils nous montrent le contraire. Quand on donne de l'argent aux gens, ils sont capables de capitaliser dessus, ils sont capables d'utiliser ces moyens-là pour se trouver un emploi. Et bref, voilà. Petite dernière expérience dont je peux vous parler, une expérience qui a été faite en Finlande. Encore une fois, les principaux résultats, ils montrent qu'il y a peu d'impact sur l'emploi. Le sentiment de bien-être s'est amélioré. Les gens rapportaient être moins stressés, moins déprimés et sentaient qu'il y avait un meilleur fonctionnement mental. Bref, avec tout ça, on se demande pourquoi qu'un revenu de base n'est pas en place en ce moment. Moi, je voulais vous apporter un élément qui est celui des préjugés et de l'idéologie du salariat. Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que le revenu de base n'a pas été mis en place, mais ça, c'en est un que je vous lance, que je trouve personnellement qui est important et qui est à considérer et que peut-être que dans la discussion, justement, on pourra s'en reparler. C'est que les gens qui sont... un gouvernement, c'est quelque chose qui se pilote. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions et qui font passer des lois. Et ces personnes-là ont une vision sur les revenus et les prestations sociales. Je vous ai sorti 3 de ces personnes-là qui ont été ministres à certains moments au Québec pour l'emploi, la solidarité sociale. À travers le temps, là, ça a changé de nom. Là. Il y a un certain moment, ça s'appelait la sécurité du revenu, le bien-être social, mais grosso modo, c'est eux qui s'occupaient de l'aide sociale. Celui qui est là en ce moment, il s'appelle Jean Boulet. Je vous lis ce que 2 citations de Jean Boulet. En parlant de la PCU, Jean Boulet dit « Ça m'apparaît vraiment particulier que des entreprises soient freinées dans leur développement en raison de cette prestation-là. » Donc, il fait référence à la relance économique suite à la première vague de la COVID. Qu'est-ce que Jean Boulet vient dire? C'est que la PCU serait un frein au développement de l'emploi et de l'incitatif à l'emploi des personnes. Il continue en disant, dans le secteur manufacturier, la construction, la santé, les technologies de l'information ou l'alimentaire, il y a des besoins importants de main-d'œuvre et il ne faut pas que la PCU soit un désincitatif au travail. Donc, ça vous donne une idée. Prestation sociale égale les gens décident de ne pas travailler.
Il y en a un autre qui s'appelle François Blais, qui a été ministre sous le gouvernement de Couillard, qui dit, et ça, c'est une citation, personnellement, je la trouve très bonne juste parce que de la manière dont elle est dite, mais il dit, il y a une règle d'or. Donc, règle d'or, déjà, on ne sait pas c'est qui a décidé de cette règle d'or-là. Mais bref, il y a une règle d'or, surtout avec un programme comme l'aide sociale, qui est de garder un certain écart entre le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire de base, et bien sûr, les revenus d'aide sociale. Cet écart-là, encore une fois, bien sûr, il est maintenu, il est même renforcé. Donc, ça l'encourage normalement les gens à quitter l'aide sociale pour aller sur le marché du travail. Donc, je ne sais pas où est-ce que François Blais est allé chercher sa règle d'or, mais c'est certainement pas dans la littérature scientifique où est-ce qu'on montre le contraire. Et finalement, un ministre qui s'appelle Pierre Paradis, qui a été ministre de l'Aide sociale dans les années 80, un ministre très conservateur, qui... bref, je vous lis la citation, puis ça va parler de soi. Pierre Paradis dit « Le chômage est maintenant chose courante et le fait de percevoir des prestations d'assurance chômage ou toute autre forme d'aide sociale n'a peut-être plus la même connotation péjorative qui incitait autrefois les travailleurs à se chercher de l'emploi. » Bref, selon Pierre Paradis, les années 70, il y a eu un changement de mentalité. Et maintenant, le chômage systémique, parce que dans ces années-là, au Québec, il y a eu une hausse des prestataires à l'aide sociale, il attribue au fait que les gens n'ont pas assez honte d'être à l'aide sociale. Donc, c'est les gens eux-mêmes qui décident d'être à l'aide sociale et qui décident de ne pas sortir de leur situation. Bref, c'est ça. Ça, c'était des éléments que je voulais vous lancer comme ça, qui, moi, m'apparaissent comme cruciales là, dans ces questions-là. C'est de changer les préjugés qu'on a des personnes en situation de pauvreté, des personnes qui ont comme revenu des prestations sociales, et c'est ça, déconstruire ça. Et je pense que les quelques expériences dont je vous ai nommées sont assez parlantes à ce sujet. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ah, Je merci, lance la Thomas. balle. Oui, Merci. Alizane. Est-ce que... il y a des applaudissements. Youpi! Est-ce que, Gaspard, il y avait des questions dans le chat à relayer à Thomas avant qu'on poursuive? Oui, une petite question. Pourquoi l'expérience albertaine a-t-elle été arrêtée? Ça a été un changement de gouvernement qui a fait en sorte que, si je me souviens bien, c'est ça, fin 79, il y a eu des difficultés économiques à l'entrée dans les années 80. Et donc, ça a été une politique d'austérité budgétaire là, qui a fait que l'expérience a été arrêtée. Donc, les fonds mis dans cette expérience-là étaient vus comme inutiles. C'est bien ça. Je me retourne vers Ambre. Je sais que toi aussi, Oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, surtout qu'ils ont mis en fait tous les résultats, ils les ont même pas à travailler. Ils avaient même plus de budget pour travailler les résultats. Donc c'est pour ça que c'est une chercheuse qui, des années, 40 ans plus tard, est allée fouiller dans les cartons finalement de cette expérimentation pour compiler les résultats et faire une étude là-dessus. Super, merci des précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse comme 2 secondes de réaction s'il n'y a pas d'autres questions pour Thomas. On va poursuivre avec en fait la présentation de l'arbre. Donc, que j'ai effleuré tout à l'heure, qui est l'Alliance Revenu de base des régions Est. Cette alliance-là est née vraiment de 2, si on veut, propositions. Une qui vient d'un comité citoyen de défense des droits des personnes, justement, en situation de pauvreté, au Témiscouata. Eux s'appuient un peu sur les arguments que Thomas nommait par rapport au fait qu'on vit un enjeu de redistribution de richesse, que le PIB, donc la quantité de la production dans le fond du pays, là, en termes de richesse, de valeur monétaire de ce qui est produit, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Mais le revenu disponible des familles, lui, il stagne depuis les débuts des années 2000. Donc, il y a de plus en plus d'argent disponible, si on veut, dans le pays qui est créé, mais les familles ne touchent pas à ce revenu-là. Fait qu'on a un écart là, dans la distribution des richesses.
Aussi, en 2002, le gouvernement du Québec adopte la loi visant à contrer l'exclusion et la pauvreté. Et il y a un plan de lutte à la pauvreté qui est adopté en 2004. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plein d'argent qui est mis dans toutes sortes de programmes pour lutter contre la pauvreté. Mais si on regarde le nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de faible revenu, qui est utilisé au gouvernement fédéral, qui était utilisé avant la mesure du panier à la consommation qui nous a été présentée. Donc, il y avait 10,8% des personnes qui étaient sous ce seuil de faible revenu en 2002 et 13 ans plus tard, malgré le plan de lutte à la pauvreté, on est toujours à 10,9% de personnes sous le seuil de faible revenu. Donc, il y a comme un échec à redistribuer la richesse. Même s'il y a plus de richesse, elle n'est pas redistribuée. Il y a un échec à lutter contre la pauvreté dans les programmes sociaux qui sont mis en place. Et là, on se dit, mais pourquoi ne pas se tourner vers changer de paradigme, penser une autre façon de lutter contre la pauvreté? Et là, le revenu de base, qui s'appuie aussi sur l'idée qu'en fait, le taux de pauvreté est moins élevé chez les 65 ans et plus au Canada, et ça concorde avec le fait qu'il y a un revenu universel pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, pas universel, mais il y a un revenu de base qui est versé aux personnes, là, les rentes. Et donc, on se dit, ben, on le voit ici, il y a une diminution de la pauvreté assez clairement avec un revenu de base. Pourquoi ne pas l'appliquer à toutes et tous? Et là, il y a le directeur de la santé publique de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui, lui, aussi est un fervent du revenu de base et qui est à la base là, de l'arbre, si on veut, et pour les raisons nommées par Thomas par rapport à la diminution des hospitalisations, amélioration de la santé mentale, les grossesses à un jeune âge qui sont diminuées, mais aussi des effets positifs contre la malnutrition dans les endroits où il y a eu un revenu de base. Donc, ça devient un enjeu de santé publique. Voilà. On peut le voir comme un enjeu de lutte à la pauvreté, un enjeu de redistribution de richesses et aussi comme un enjeu de santé publique. Le revenu de base viendrait un peu faire le pont entre ces trois choses-là. Et là où l'arbre arrive aussi, c'est que Thomas nous a présenté quelques expérimentations qui ont été faites, mais ces expérimentations-là étaient soit stoppées par des changements de gouvernement, donc n'allaient pas au bout de l'expérimentation, ou elles étaient très confinées à une ville, une petite région. Et là, l'arbre se dit, bien, on manque de données probantes, on manque de données, dans le fond, pour savoir c'est quoi les effets à long terme d'un revenu de base et c'est quoi les effets sur toute une communauté. Dans le sens où si, là, l'idée, c'est que le projet pilote serait Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, parce qu'il y a des interactions économiques entre les différentes municipalités. Et puis là, on pourrait observer qu'est-ce qu'un revenu de base viendrait faire sur ces interactions économiques-là. Donc, le projet pilote de l'arbre, en ce moment, il y a une proposition préliminaire qui est en train de se peaufiner de jour en jour et qui propose vraiment d'étudier sur une période de 20 ans qu'est-ce que ça ferait si tout le monde reçoit un revenu, pour l'instant, qui serait calculé 1,5 fois la mesure du panier à la consommation. Donc, un peu plus que pour couvrir vraiment les besoins de base. Et l'idée aussi de l'arbre, c'est pas d'arriver avec un projet pilote puis de dire, ben voilà, nous, on a pensé à ça, là, on était 10 dans un coin, mais vraiment d'aller consulter le monde qui habite le territoire visé, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, prioritairement, mais les autres personnes sont aussi bienvenues à donner leur avis. Là. Et c'est sûr que ça concentre davantage les gens ici jusqu'à un certain point. Donc aujourd'hui, on est vraiment content d'être là pour entendre un peu qu'est-ce que les gens veulent comme revenu de base, à quoi ça peut ressembler un projet pilote qui ferait l'affaire du monde. Fait qu'on est vraiment dans une démarche de consultation citoyenne pour que le projet pilote et que le type de revenu de base qui soit implanté dans le futur corresponde, dans le fond, aux besoins et aux attentes des populations concernées. Puis là, je vais faire un aparté parce qu'il y en a peut-être qui ont vu le projet de loi fédéral récemment pour un programme de revenu de base. Puis justement, il y a un processus de consultation prévu où les citoyennes et citoyens ne sont pas nommés dans le processus de consultation. Alors, juste pour mentionner qu'on ne s'inscrit pas dans cette logique-là, mais au contraire, on s'inscrit vraiment dans une logique d'aller chercher l'intelligence collective citoyenne pour faire émerger un projet pilote solide. Si vous avez des questions sur l'arbre comme tel, là, on est plusieurs ici, vous pouvez les poser, mais en même temps, pour rentrer plus dans le vif du sujet, là, de c'est quoi un peu les différentes modalités d'un revenu de base, c'est quoi, tu sais, qu'on dit monter un projet pilote qui nous ressemble, mais dans le fond,
c'est quoi les modalités qui pourraient être changeantes, je passerai la parole à Ambre. Pas de questions, tout est beau? Yeah! À tantôt! Merci Lisanne. Moi aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous parce que la question agricole m'intéresse aussi beaucoup. Donc, je vais tenter en fait de faire de vous donner un espèce de tour d'horizon sur les débats qu'il y a autour de cette question du revenu de base en une dizaine de minutes. Puis après, on pourra en discuter de manière plus informelle. Je vais aussi tenter d'analyser certains types de propositions de manière critique pour peut-être défendre certaines perspectives qui me paraissent plus émancipatrices. Donc, Thomas a déjà défini ce que c'est le revenu de base, mais je rappelle juste la question parce que, pour qu'on l'ait en tête, hein, donc c'est l'idée finalement de verser un revenu à l'ensemble d'une communauté politique, donc sur une base individuelle, ça c'est important, sans contrôle de ressources, hein, il n'y a pas de contrôle de ressources, mais pas d'exigence non plus de contrepartie. Donc autrement dit, c'est un revenu qui est distribué à tout le monde, hein, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, et qu'on ait cotisé ou qu'on n'ait pas cotisé, hein, finalement. Donc, on le distribue vraiment à tout le monde et il n'y a pas d'exigence avant le versement et de contrepartie après le versement. Et en fait, c'est une idée qui est très, très vieille si on retrace un peu l'histoire de cette idée-là. Donc, on la retrouve, cette idée, au XVe siècle, déjà dans les écrits de Thomas More, qui était lui un humaniste anglais, donc précurseur du socialisme utopique de ce courant-là, hein, qui disait qu'au lieu de réprimer le vol, il fallait plutôt assurer à tous un revenu suffisant. Environ 2 siècles plus tard, chez Thomas Paine, donc lui qui a participé notamment à la Révolution américaine, donc dans son ouvrage « La justice agraire », et là ça fait un lien un peu avec la question agricole, hein, il fait un pas un peu symbolique de plus par rapport à More. Pour Paine, il faudrait lier la distribution d'un revenu à un principe de justice et non le réduire simplement à un principe de charité, hein. Donc, il propose qu'à l'âge de 20 ans, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent un montant d'argent en compensation de la perte d'un droit naturel qui est l'accès à la terre, hein. Donc, ce fonds, en fait, serait financé par des taxes sur l'héritage et ce seraient finalement les propriétaires, ceux qui possèdent du capital, qui financeraient la totalité du fonds. Donc, c'est une idée qui réapparaît aussi, en fait, au moment où on érige nos états sociaux, hein, souvent après la Seconde Guerre mondiale. C'est là où tous les programmes la plupart des programmes sont mis en place. Et notamment nos systèmes de sécurité sociale. Mais en fait, cette idée, elle reste toujours au stade de l'idée. Elle est rarement, en tout cas, excepté les expérimentations, en fait, jamais vraiment mise en place. Et donc, c'est une idée qui apparaît beaucoup, beaucoup aujourd'hui, notamment ces dernières années. Donc, dans un contexte d'érosion du salariat et des protections sociales qui lui sont associées, donc développement du travail précaire, d'échec, on l'a déjà dit, des politiques de lutte contre la pauvreté, de chômage important quand même, ça c'est dans le cadre plutôt européen, mais de taux de chômage important, aussi de mutations technologiques et enfin, en fait, dans un contexte vraiment de crise écologique et sanitaire, hein, aujourd'hui. Et alors, c'est un débat qui est très vaste, donc il existe une telle parfois diversité de propositions que c'est parfois difficile un peu de s'y retrouver. De quoi on parle vraiment quand on parle de revenu de base? D'ailleurs, en fait, celui-ci il fait l'objet de multiples appellations, hein. On parle d'allocation universelle, de revenu minimum garanti, de revenu de citoyenneté, de dividende territorial, de salaire à vie, de dotation inconditionnelle. Donc, vous voyez un peu l'ampleur des propositions qui sont sur la table actuellement. En 1993, le Conseil canadien du développement social parlait à ce propos donc de l'attraction schizophrénique suscitée par le revenu minimum garanti, hein, car il était autant défendu par des organisations progressistes que conservatrices.
À titre d'exemple, aujourd'hui dans le monde, le revenu de base est autant défendu par le patron d'Amazon, Jeff Bezos, que par Manu Massé. Pour vous montrer, voilà. Il est aussi autant défendu par Milton Friedman, économiste néolibéral, que André Gorz, qui est un des penseurs de l'écologie politique. Donc, en fait, dans mon travail et un peu dans mon livre, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est défendu par des personnes qui sont opposées sur le spectre politique. Donc, en Finlande, il y a eu une expérimentation aussi, et le directeur de la sécurité sociale finlandaise disait parler du revenu de base, c'est finalement parler d'un félin sans qu'on sache si on parle d'un chat ou d'un tigre. On ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de ce revenu de base-là. Donc, je rappelle encore une fois la définition. Donc, l'idée de verser un revenu à l'ensemble d'une communauté politique sur une base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie. Alors là, ça pose plusieurs questions. Un revenu, mais quel montant finalement, sous quelle forme, à quelle fréquence, à une communauté politique. Donc, quelle est l'étendue de cette communauté politique? Est-ce que c'est au niveau fédéral? Est-ce que c'est la province? Est-ce que ça peut être aussi la ville? Sans contrôle de ressources, est-ce que sans contrôle de ressources, il est entendu au sens strict? Ou parfois, il y a une petite étoile en bas, et puis là, il y a plusieurs conditionnalités. C'est souvent ce qui arrive avec des nombreuses appellations du revenu minimum garanti qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde dans les détails, souvent elles sont conditionnelles. Il y a des conditionnalités pour pouvoir le recevoir. Donc voilà, donc c'est une politique, on peut dire, à géométrie très, très, très variable. Et on peut faire en fait varier plusieurs éléments. Et puis, on peut la designer si on veut, vraiment comme on veut. De manière très, très, très variée. Donc, dans mon mémoire ou mon livre, j'ai tenté en fait de faire un peu le tri entre toutes ces propositions, et j'ai pris 2 critères qui me semblaient les plus importants, qui étaient l'inconditionnalité, qui, à mon avis, correspond à un espèce de principe d'égalité, finalement, à qui on le distribue. Est-ce qu'on le distribue vraiment à tout le monde ou à une seule partie de la population? Et le montant, qui serait plutôt que l'on peut associer à un principe plutôt de liberté. Plus il est élevé, plus on peut se passer, entre guillemets, du marché du travail. Donc, on a une certaine forme d'autonomie. Donc, voilà, parce qu'il y a des personnes qui proposent donc des montants de l'ordre du panier de consommation, du seuil de pauvreté. Mais Milton Friedman, par exemple, va proposer des montants vraiment très dérisoires, qui sont l'ordre de qui ne permettent pas de vivre décemment. C'est ça que je veux dire. Donc, en croisant en fait ces 2 dimensions, je me suis retrouvée avec donc 4 idéotypes de revenus de base. Mais là, je ne vais pas avoir le temps de les décrire vraiment en détail, ces 4 types, mais je vais me contenter d'en décrire 2 grandes propositions. Alors, souvent, dans le débat, on a ceux qui proposent un montant faible de revenus de base. Souvent, donc, comme je le disais, il est très, très, très substantiel, ce montant-là. L'objectif ici, ce serait de contraindre les gens à retourner sur le marché du travail et de supprimer, en fait, la plupart de nos dispositifs sociaux qu'on a actuellement. Donc, en fait, dans cette idée qui est ultralibérale, en fait, c'est de réduire l'État social, de le réduire à un simple chèque qui est très, très faible, qui reste faible, pour, en fait, activer la main-d'œuvre et pour qu'elle retourne sur le marché du travail parce qu'elle est trop contrainte, finalement, parce que voilà, elle est ce qu'on appelle politique d'activation de main-d'œuvre. Donc souvent, ces propositions, elles sont assorties du salaire, assorties de la suppression du salaire minimum. Donc en fait, on souhaite vraiment mettre de l'huile. On considère que c'est le marché qui va mieux allouer les ressources, et donc on diminue vraiment, vraiment l'intervention de l'État dans l'économie. Ça, c'est les perspectives très, très libérales. Parce qu'on considère finalement que l'État est une entrave au bon fonctionnement du marché.
Et puis, on assortit souvent cette proposition de revenu de base d'une flat tax, d'un taux d'imposition unique pour toutes les tranches de revenus. Donc, on choisit, par exemple, 30% pour tout le monde et tout le monde doit payer ce montant-là. Donc, en fait, dans ce type de proposition, le revenu de base, c'est vraiment un filet de sécurité vraiment minimal, si encore on peut appeler ça un filet de sécurité, et compatible, selon ses défenseurs, à un libre marché efficace. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qui proposent de distribuer un montant élevé cette fois-ci. Pourquoi ils souhaitent distribuer ce montant-là? On peut dire, bon, ce serait un moyen de donner de l'autonomie aux personnes et en fait de sortir, si on veut, du salariat. L'objectif, c'est un peu ça aussi, c'est sortir du rapport salarial dans lequel on est pris depuis 2 siècles. Alors, c'est quoi le rapport salarial? Donc, c'est un rapport, c'est un lien de subordination entre un employé et un employeur. Bon, ce contrat, il est normalement libre en principe, et là, je mets des guillemets au mot libre, mais en fait, il met en relation un acheteur de la force de travail et un vendeur qui se soumet aux conditions imposées par celui qui possède les moyens de production. Donc, ce rapport social, il n'a pas toujours existé, mais il a pris aujourd'hui une place considérable. Et en dehors de celui-ci, l'être humain, en fait, il n'est pas considéré, il n'a pas de place dans la société et il n'est pas reconnu. Alors, comment le revenu de base pourrait permettre de rééquilibrer finalement ce rapport inégalitaire? En rééquilibrant le rapport de force entre les employés et les employeurs, ce qui pourrait permettre, entre autres, de mieux rémunérer ceux qui font actuellement des tâches, par exemple, ingrates dans la société. En reconnaissant aussi le travail de reproduction, donc un certain nombre de tâches qui sont invisibilisées dans la société, par exemple le bénévolat, mais aussi le travail domestique, le travail du care, qui est souvent très peu rémunéré. En libérant du temps pour s'investir dans la sphère publique, donc la participation citoyenne, peut-être aussi aller participer en tant que citoyen à la saison agricole. Ça peut être aussi une solution. Et donc favoriser en fait des espaces d'autoproduction. Permettre aux personnes qui souhaiteraient occuper un emploi aujourd'hui et qui en sont exclues de le faire à mi-temps, donc valoriser le temps partiel parce qu'elles peuvent se le permettre finalement. Je pense par exemple ici aux personnes en situation de handicap qui pourraient finalement recevoir ce revenu mais travailler à mi-temps, qui ne sont pas toujours capables d'avoir un emploi à plein temps. Et puis, en fait, ça pourrait aussi nous permettre de sortir d'une sorte de hyper-spécialisation auquel nous a contraint finalement ce marché du travail. Voilà. Donc, selon moi, pour arriver à ces fins, cette perspective, il faudrait que le revenu de base soit inconditionnel, donc qu'il soit réellement inconditionnel, qu'on ne mette pas de contraintes. Et comme disait l'économiste James Smith, qu'il faut distribuer un revenu, non pas pour exister, mais parce qu'on existe. Donc, c'est un droit à la vie, finalement. Et puis que le montant soit suffisant pour pouvoir se passer du marché du travail. Et dans le suffisant, j'entends minimalement le seuil de pauvreté. Alors, juste pour finir, et peut-être, il y a plusieurs, donc, comme je disais au début, il y a vraiment beaucoup de propositions et il y en a qui se nomment dividendes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dividende? Un dividende, en fait, c'est ce qu'on défend par là, c'est la part d'un capital. En Alaska, par exemple, chaque citoyen reçoit une partie de la rente pétrolière. Il y a aussi d'autres pays comme Macao. C'est les revenus du casino qui sont distribués à l'ensemble des citoyens. Alors, c'est des revenus qui sont très, très substantiels, c'est-à-dire qui ne permettent pas de vivre décemment, si on veut. Mais le principe est là, c'est un partage équitable, comme un gâteau finalement. La production est un gâteau qu'on partage entre les membres d'une collectivité.
Un revenu, c'est le terme, il provient plutôt d'un retour. Donc, un retour de quoi? D'une activité, mais ce n'est pas forcément du travail, d'un investissement dans la société. Une allocation, alors le terme allocation, il provient plus, il est plus associé à une somme qui est versée par un organisme officiel, donc un État, hein, en vertu d'une loi. On pourrait aussi penser, appeler ce revenu un salaire. Hein, il y en a qui parlent de salaire à vie ou de salaire au travail ménager, hein, qui là symbolise plutôt la reconnaissance d'une activité. Et on peut aussi parler de dotation, hein, qui fait plus référence à la dot, mais c'est au droit d'exister. Hein. Donc, c'est juste pour, au niveau sémantique, un peu ouvrir. Voilà, il y a plusieurs appellations. On ne parle pas toujours de revenus. Et puis, rapidement, pour finir, donc, le gouvernement canadien a mis en place dernièrement, rapidement, la prestation canadienne d'urgence, qui, en fait, se rapproche un peu du revenu de base, même si celle-ci, en fait, a quand même exclu un certain nombre de personnes, notamment les personnes sur l'aide sociale. Hein. Donc, la prestation canadienne d'urgence, elle restait conditionnelle malgré tout. Mais ce qu'elle amène, en fait, c'est que quand même, il y a eu un dispositif qui a été rapidement mis en place. Hein. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été débloqués rapidement. Et elle était très, très facile à demander. Donc, ça, c'est quand même une nouveauté. C'est que, bon, c'était assez efficace. Je l'ai reçu moi-même. Donc, on n'est pas perdu dans ce labyrinthe administratif. Et elle était individualisée aussi. Donc, elle se rapproche en partie de ce revenu de base. C'est-à-dire que même si on vit en couple, si notre conjoint ou notre conjointe a un certain revenu, nous, on peut quand même le recevoir. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler avec qui on dort le soir, comme c'est le cas avec les prestations d'aide sociale actuellement. Voilà. Voilà. Je vais finir ici, si ça va. Super, merci Ambre. Donc, Gaspard, est-ce qu'il y avait des questions là, à relever dans le chat? Oui, il y avait deux questions, même s'il y a eu des échanges, des pistes de réponse très intéressantes dans le chat. Je pense qu'il y a d'autres. Excusez. Donc, où est-ce que le gouvernement va aller chercher l'argent? Et puis, qui est une question. Puis, l'autre question, c'est quel est l'intérêt de l'offrir à tout le monde, au sens où ça inclut aussi le monde fortuné? Fait que voilà les deux questions. Alors, où est-ce que le gouvernement va chercher l'argent? Moi, je ne suis pas spécialiste en économie, mais il y a quand même plusieurs manières d'aller chercher de l'argent. Il y a jouer sur la politique budgétaire d'un État, donc le budget d'un État. C'est sûr que si on distribue un revenu de base, il y a un certain nombre de prestations qu'on va peut-être supprimer. Par exemple, l'aide sociale n'aura plus lieu d'être finalement. Donc, jouer sur sa politique budgétaire, donc certaines taxes aussi, on pourrait penser à des taxes notamment écologiques. Et puis, jouer sur la politique aussi monétaire d'un État, donc la Banque centrale, hein, qui imprime un certain nombre de billets. Pourquoi le distribuer aux riches? Et oui, ça paraît… Alors, en fait, l'argument, c'est si on veut que ça reste inconditionnel, il faut le distribuer à tout le monde dès le départ. Hein, parce que comme ça, on ne contrôle pas. Il n'y a pas de contrôle. Parce que sinon, on rentre dans un processus de conditionnalité et donc un processus souvent qui est très bureaucratisé. Maintenant, c'est sûr qu'on le distribue à tous, mais les personnes qui ont des revenus, en fait, vont en financer plusieurs des revenus de base. Parce qu'avec des taux d'imposition, en fait, on va le récupérer par l'impôt. On pourrait le récupérer par l'impôt, ce revenu-là. Donc, en fait, on distribue à tout le monde, puis après, on ajuste par l'impôt. Super, merci pour ces réponses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions d'éclaircissement, ou en tout cas par rapport à la présentation d'Ambre, c'est beau. Je passe la parole à Gabrielle Leblanc.
Bon, salut, ça ne sera pas très long. On s'est parlé tout à l'heure. Me revoilà, je vais repartager mon écran. Moi, je suis du type PowerPoint. Donc, ça ne sera pas bien long. Juste que je comprenne comment. OK. Est-ce que vous voyez semble normal? Oui. OK, très bien. Bon, ben, je vais dire un peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que moi aussi, ça me fait super plaisir d'être là. Je suis content que l'activité se passe. J'aurais aimé ça que ça se fasse en présentiel, mais bon, ce sera peut-être dans une prochaine année, je ne sais pas. Donc, c'est ça, on a beaucoup parlé là, du revenu de base en tant que concept. On a donné des définitions, on a parlé des mots pour le qualifier, ce genre de choses-là. Donc, moi, ce que je propose de faire, ayant maintenant ce background-là, c'est de ramener la conversation vers l'agriculture. Donc, tu sais, vraiment, on va parler d'agriculture, mais on va essayer d'aller quand même, on va y aller d'une façon conceptuelle aussi. Donc, j'aimerais ça parler de l'agriculture industrielle, parler un peu des conséquences que ça a, ce genre de choses-là. Puis, éventuellement, partant des conséquences qu'un tel système peut avoir, on pourra se poser la question à savoir si un revenu de base en agriculture ne peut pas permettre de surmonter certains obstacles que le système agro-industriel pose sur nos routes. Puis c'est ça. Puis après, pourquoi pas tenter de voir justement comment on peut le financer, comment on doit l'appeler. Je veux dire, toutes ces questions-là pourront venir a posteriori. Donc, j'aborde quelques petits points. Donc, l'agriculture industrielle, comme je vous le mentionnais, on va voir quel impact ça a sur l'organisation de l'agriculture de façon générale. Je vais parler un peu d'investissement, de compétitivité. Je vais aussi parler des conséquences que l'agriculture industrielle a sur l'organisation du système agroalimentaire de façon générale. Puis, quelque chose que je trouve aussi qui est très important par rapport à tout ça, qui crée vraiment un lien entre les différentes notions qu'on va voir, c'est la détresse psychologique chez les agriculteurs qui est, ma foi, assez préoccupante. Donc, j'y vais d'emblée avec mon beau petit dessin que j'ai fait sur Paint, où on y voit une chaîne de production, une chaîne agro-industrielle de production alimentaire, donc l'agriculture industrielle. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà d'emblée, c'est que le lien entre les gens qui produisent puis les gens qui consomment est indirect. Donc, la production, ce qui correspond au champ agricole, n'est pas en relation directe avec la consommation, ce qui serait les consommateurs et les consommatrices. Donc, il y a des intermédiaires, en fait, qui se trouvent entre les deux. Donc, l'aliment circule à travers un certain nombre d'intermédiaires avant d'aboutir dans nos bouches, si on veut. Donc, ce qui se passe généralement en agriculture, c'est que tu as les grossistes qui occupent une place assez centrale dans la chaîne, puis qui vont acheter les aliments aux producteurs agricoles. Donc, c'est souvent des productions qui sont achetées à contrat. Les productions sont parfois même achetées avant que les cultures aient été semées. Ensuite, c'est les grosseurs qui vont envoyer la nourriture vers les transformateurs ou vers les détaillants, ou des fois, le grossiste lui-même est un transformateur, donc peut passer la nourriture directement chez le détaillant. Et c'est seulement ensuite que la nourriture atteint le consommateur. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne-là est mondialisée. Donc, ce n'est pas juste l'agriculture industrielle au Québec, c'est-à-dire qu'il faut voir ça vraiment comme un système global, mondial. Donc, c'est-à-dire que le champ, par exemple, peut se trouver en Europe, tandis que le grossiste, lui, il peut se trouver en Chine. Le transformateur, quant à lui, pourrait se retrouver aux États-Unis. Le détaillant au Québec, c'est seulement là, finalement, qu'on mange la nourriture qui, initialement, venait de Chine, mais qui a fait 6 fois le tour du monde. Donc, à mesure que l'aliment circule parmi les intermédiaires, bien, il peut parfois transiter entre différentes régions de la planète. Puis, ce système-là, en fait, donne lieu aussi à certaines aberrations. Parlons, par exemple, du cas du porc au Québec. Donc, 70 % du porc qui est élevé et transformé au Québec est exporté. Mais on retrouve assez facilement quand même dans nos tablettes d'épicerie du porc qui provient des marchés internationaux. Donc, on en exporte énormément, 70 % de la production qu'on a, mais malgré tout, quand tu vas dans les tablettes de l'épicerie, parfois tu as du porc du Danemark. Donc, ça s'explique entre autres par le fait que le grossiste, le transformateur ou peu importe,
lorsqu'il est question ou lorsqu'il est le temps de distribuer la nourriture, il ne va pas nécessairement vers les bouches qu'à nourrir, mais il va là où il y a de l'argent, où les profits existent. Donc, c'est vraiment ça le moteur de la circulation de l'aliment. Une autre aberration, par exemple, le Québec serait autosuffisant en production de tomates, mais on en exporte environ la moitié, puis on compense en important une quantité équivalente. Donc, c'est tout. En fait, les exemples sont multiples, mais il y a plein de cas comme ça où la chaîne de production agro-industrielle finit par nous faire gérer la nourriture d'une façon qui serait peu rationnelle, c'est-à-dire qui appelle peu à la raison, à une certaine à la prévoyance ou quoi que ce soit. Là, donc, l'agriculture industrielle, ça se qualifie entre autres par un fort niveau d'intégration verticale. Donc, les secteurs les plus lucratifs sont occupés par des entreprises qui se comptent en nombre toujours plus restreint. Par exemple, là, je vais revenir sur la situation du porc au Québec, mais c'est seulement quelques entreprises qui achètent tout le porc du Québec. On parle de la Coop fédérée, qui s'est renommée en Solio. On parle de Olimel, que vous connaissez sans doute, Shoregain, Du Breton, puis vite de même, je ne peux pas en nommer d'autres. Donc, il y a comme 4 entreprises qui essentiellement achètent le porc au Québec. Dans le secteur laitier aussi, on a ce phénomène-là. En fait, on l'a dans plein de secteurs. Là. C'est juste que les nommer tous, ça serait long. Donc, dans le secteur laitier, toute la production laitière est achetée par 3 entreprises, à savoir AgroPure, Parmalat et Saputo. Donc, par ce fait-là, en fait, les grossistes puis les transformateurs disposent d'un pouvoir immense sur l'organisation des pratiques au champ. Okay? Donc, les productions ne sont pas achetées à moins que ça puisse remplir des semi-remorques, littéralement. C'est-à-dire que pour limiter les pertes économiques liées au transport des marchandises, il y a seulement les gros volumes qui peuvent circuler. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais je suis producteur maraîcher. Et ici, j'avais l'aspiration, par exemple, de commercer avec une entreprise comme McCain, qui achète des aliments divers, puis que je lui proposais 2 bacs de carottes puis une petite poche de patates avec un bouquet de radis à côté. McCain me rirait d'en face et me dirait « Non, nous, on veut remplir notre semi-remorque de tes carottes. » Donc, moi, si je veux m'inscrire dans cette perspective-là, ce que je devrais faire, c'est de convertir mon champ en monoculture de carottes. Puis seulement à ce moment-là, je serais en mesure de pouvoir discuter avec cet acheteur potentiel-là. Donc, l'acheteur finit par dicter, d'une certaine façon, la manière dont l'agriculture est configurée. C'est ce qui explique, entre autres, la prolifération des monocultures depuis quelques décennies à peine. Donc, évidemment, ça induit un besoin d'économie d'échelle pour le producteur ou la productrice qui, parce qu'elle doit se soumettre à cette exigence-là pour assurer la viabilité de son entreprise, elle transforme son champ pour produire une seule variété. Donc, ici, je vous ai mis des belles images, des photos prises au Québec. Donc, là, vous voyez en haut à gauche, c'est un champ de soya. À droite, c'est un champ de canola. On en a beaucoup dans le bas du fleuve. C'est beau, mais c'est une monoculture. Puis, on a en bas, ici, du maïs. Donc, des champs à perte de vue où une seule variété pousse, parce que c'est ce qui semble être la meilleure façon de répondre aux exigences marchandes, en fait. Là. Aussi, on peut mentionner que l'industrialisation de l'agriculture dépossède l'agriculteur et l'agricultrice à plusieurs niveaux. Donc, l'agriculture, dorénavant, est réfléchie pour produire et non pas pour nourrir. Okay? Même qu'on se refuse à nourrir si la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc, ce n'est pas le fait que les gens ont faim qui guide les décisions qui sont prises. Donc, déposséder dans quel sens aussi? En fait, l'agriculteur, l'agricultrice, vous voyez ces champs-là, devient en quelque sorte un opérateur de machinerie qui suit un protocole qu'on lui a prescrit. Donc, il y a une forme, disons, d'aliénation du travail. Donc, puis c'est plate. C'est plus la belle image romancée de l'agriculteur qui prend une poignée de terre, puis qui sent, puis qui sait exactement ce qu'il doit faire. Non, il y a un protocole, il embarque son tracteur, il met ses herbicides s'il y en a, il fait ses récoltes d'une façon, installe ses machines. Vous voyez. Donc, aussi, les décisions ne prennent plus en compte les besoins de la collectivité, puis suivent en fait les besoins marchands. Donc, on ne se pose plus la question de qu'est-ce que les gens veulent, mais bien, qu'est-ce que les entreprises veulent, puis je vais me soumettre à ces demandes. T'sais. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc, ce qu'on peut dire de l'agriculture industrielle, c'est que ça crée une dépendance forte des agriculteurs et agricultrices envers les forces marchandes. Puis, ces dépendances-là, qui est une notion que j'adore, sont multiples, puis s'expriment de différentes façons. Là. Donc, les champs et les élevages deviennent des monocultures.
que les volumes produits soient suffisants pour les entreprises acheteuses, pour que en tout cas. Conséquemment, ben, les intrants de synthèse trouvent finalement leur sens. Donc, on utilise des pesticides par peur de connaître une baisse de rendement. Puis on sait que l'agriculteur qui est extrêmement dépendant de ses revenus, s'il n'arrive pas à atteindre un certain seuil de production, ben, c'est son entreprise qui est compromise. Donc, il n'y a comme pas le choix nécessairement à certains moments d'utiliser des pesticides. Donc, ça m'attriste beaucoup de pointer la responsabilité sur ces individus-là quand ils ne sont même pas tout à fait libres de prendre leurs décisions parfois, en raison des circonstances marchandes. Donc, une dépendance aussi, la survie économique des producteurs repose sur l'existence de ces entreprises-là. Puisque le lien n'est pas nécessairement direct avec la consommation, il faut qu'il y ait ce genre d'intermédiaire-là qui assure le relais. Donc, si l'entreprise n'est plus là, il y a un bouleversement qui se passe, ça va être difficile de reprendre sur soi. Puis de l'autre côté, bien, les gens qui mangent sont aussi dépendants de ces entreprises-là. Parce que c'est ces entreprises-là qui leur amènent finalement la nourriture. Ce qui fait en fait que le lien entre la production et la consommation est fragilement institué par des entreprises qui ont d'abord à cœur les profits. Donc aussi, on peut mentionner, là, je reviens à ma présentation, là, ici, l'impérativité de rester compétitif dans un marché qui l'exige. Pas le choix, en fait. Si on veut pouvoir offrir des produits là, que l'acheteur veut, bien, il faut les produire à moindre coût, donc il faut tout le temps être dans l'investissement, ce genre de choses-là. Je vais décrire ça plus loin. Donc, les agriculteurs aussi et les agricultrices se trouvent dans des circonstances marchandes où ils ont très peu d'emprise sur les prix. C'est-à-dire que si tu es dans un secteur où il y a deux entreprises qui achètent toutes les récoltes, puis qui te disent « on va te payer ça tel montant », tu peux essayer de leur dire « non, ça ne marche pas avec moi, mais bonne chance pour aller vendre tes récoltes ». Donc, des fois, on n'a pas le choix de se soumettre à certains prix qui nous sont offerts, surtout dans une circonstance oligopole, je vais faciliter l'addiction, là. Donc, ce faisant, la rentabilité de leur entreprise dépend de la diminution des coûts de production. Donc, pour faire de l'argent, quand tu es un producteur agricole, il faut que tu diminues tes coûts. C'est un langage full économiste, ça a l'air d'avoir du sens. Donc, tu sais, il y a deux principales manières de le faire. Donc, soit par l'acquisition d'un capital fixe, puis par un développement technologique. Puis, c'est ça, dans l'investissement productif, le capital fixe, c'est la part du capital qui est dévolue à l'achat de bâtiments, de machines, d'outils. Donc, c'est ça. Puis ensuite, il y a aussi cette autre façon-là qui est de couper dans son capital variable, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Donc, on peut couper le salaire d'un employé, payer un nombre plus petit d'heures, par exemple. On peut couper dans son propre salaire. Ce sont toutes des façons de diminuer ses coûts de production. Mais la question se pose quand même. Développement technologique et rentabilité, jusqu'à quel point c'est lié, dans le fond, tu sais? Est-ce que c'est vraiment le modèle agricole qui exige? Est-ce qu'il faut absolument toujours investir? Est-ce que, tu sais, pourquoi c'est le même, tu sais? Je ne compte pas répondre jusque dans la profondeur de la chose, là, mais j'aimerais amener certaines pistes de réflexion. Donc, l'investissement et l'acquisition de technologies nouvelles au sein de l'entreprise agricole est censé permettre une diminution des coûts de production et ainsi, bien, une hausse des revenus. Donc, à mesure que les investissements sont faits, les entreprises deviennent de plus en plus compétitives, d'une certaine façon. Donc, de cette manière-là, c'est de plus en plus difficile aussi de tailler sa place dans cette arène de combat-là. Puis concrètement, bien, lorsqu'on regarde les chiffres, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'on assiste à une diminution du nombre de fermes sur le territoire du Québec, oui, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, juste pour vous donner une ordre d'idée, là, au début des années 1960, c'est environ 130 000 fermes qui peuplaient le territoire agricole pour une population d'environ 5 millions. Okay? Aujourd'hui, 2021, on dénombre un peu moins de 30 000 fermes. Donc, c'est une diminution de 100 000 fermes en une cinquantaine d'années, puis la population augmente. Puis il faut aussi dire que la part du gâteau, donc les profits tirés de l'agriculture industrielle, augmentent aussi. Donc, c'est de moins en moins d'entreprises qui se partagent une part du gâteau de plus en plus grande. Donc, c'est ça, sur le terrain, ce qu'on remarque. Donc, bon, les investissements, c'est censé amener une hausse de revenus, mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est, bien, les fermes sont de plus en plus spécialisées. Ça va de soi. En fait, les monocultures, c'est de la spécialisation. Donc, on a des fermes qui produisent du soya, on a des fermes qui produisent du maïs, on a des fermes qui élèvent des porcs, mais jamais on a une combinaison de tout ça. Donc, les fermes sont très spécialisées. Ils ont une production en particulier, puis c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils en produisent beaucoup
pour réaliser les économies d'échelle, pour pouvoir satisfaire aux exigences des entreprises qui leur achètent la nourriture. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y en a de moins en moins, puis elles deviennent de plus en plus grosses. Donc, le fait que les fermes d'aujourd'hui sont de plus en plus productives, plus compétitives, qu'il y a eu, je ne sais pas, un retour sur investissement, bien, ça s'avère peut-être vrai, mais en tout cas, à mon avis, il faut quand même avoir un peu la tête dans le sable pour s'en réjouir. Je m'explique, en fait, c'est parce qu'on est collectivement moins résilient, d'une certaine façon. Moins il y a de fermes, moins il y a de sources d'approvisionnement pour la nourriture, bien, plus notre résilience diminue, plus on devient vulnérable. Est-ce qu'on veut vraiment arriver au moment où est-ce qu'il va y avoir 4 fermes au Québec qui vont pourvoir l'entièreté de la population? Puis là, boum, une deuxième pandémie, puis voilà, tout est cassé, on ne peut plus se nourrir. Donc, c'est ça, il y a vraiment un impact sur la résilience collective. Mais il y a aussi un impact sur la résilience des fermes. Le fait que l'agriculteur, par exemple, est extrêmement dépendant de sa production, qui est la seule, parce qu'il est rendu hyper spécialisé, fait en sorte que si, par exemple, il y a une maladie de soya, comme il y a eu au Brésil, qui dévaste les productions de l'agriculteur, ben, il ne peut pas se retourner vers ses productions alternatives pour compenser la perte de revenus. En fait, il fait juste faillite parce qu'il y a une seule plante, parce que le marché l'exige. Aussi, tu sais, on a parlé d'une diminution du nombre de fermes. Qu'est-ce qui est arrivé aux fermes disparues? Est-ce que l'investissement en a tant que ça valu la chandelle? T'sais? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr qu'en refusant de considérer les avalés du système, donc en additionnant uniquement les succès individuels des fermes dites compétitives, des succès qui, soit dit en passant, on mesure par le chiffre d'affaires, donc d'une manière qui va un peu dans le sens de ce qu'on essaie de se flatter, si je peux dire ça de même, bien, c'est sûr qu'on arrive à un portrait duquel on peut juste se satisfaire. Wow, ouais, l'investissement, ça donne des belles affaires, puis tout ça, mais on oublie de parler de la perte de résilience, la diminution du nombre de fermes, puis tout ça, évidemment, engendre des problèmes desquels on va parler. Donc, moi, c'est ça, là, ici, je parle un peu de... Il y a certainement une sorte de gain individualisé, mais on a aussi une sorte de perte collective. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut? T'sais? Est-ce qu'on veut aller dans le sens de la collectivité ou dans le sens de l'intérêt d'un entrepreneur isolé? Oui, j'ai appelé cette diapositive-là une agriculture stressante. Je vais en parler un peu. Là. Selon les chiffres de Statistique Canada, l'endettement des fermes au Québec s'est accru de 72 % entre 2010 et 2018, alors que la rentabilité des fermes a diminué de moitié sur la même période. S'il fallait que j'investisse en malade et puis que mon chiffre d'affaires diminue en malade en même temps, je serais probablement bien stressé. Puis, c'est intéressant aussi dans le rapport Pronovo, une lecture que je vous conseille. C'est long, c'est lourd, mais c'est le fun pareil. Pronovo parle justement du fait qu'en agriculture, il faut investir 5 $ dans de l'actif agricole pour générer 1 $ de revenu brut. Alors que dans la société, ou en fait, dans l'ensemble du secteur manufacturier, il donne l'exemple du fait que c'est du 1 pour 1. Du moment que tu mets 1 $, tu vas avoir 1 $ en retour. Tu sais. C'est vraiment pas ça dans l'agriculture. En agriculture, généralement, c'est des gros investissements qui ne rapportent pas tant que ça, mais tu n'as pas le choix de les faire. Donc, c'est ça. Puis après, le graphique que vous voyez à côté, là, on voit la diminution du nombre de fermes, mais on voit aussi la superficie moyenne par exploitation qui est en augmentation. Là, en bas, il y a un petit titre, là, une ferme sur 2 en situation de vulnérabilité financière. Les fermes québécoises se trouvent dans une situation de précarité, ce qui est une cause de stress majeur pour beaucoup de producteurs et de productrices. La valeur des fermes en termes de capital fixe au Québec, c'est assez élevé. Là. Il n'est pas rare de voir des fermes qui ont des actifs supérieurs à plusieurs millions. Tu sais, lorsque vous vous promenez, par exemple, dans un rang agricole, puis que vous voyez une ferme à 3 silos avec des bâtiments à l'arrière, parfois plusieurs bâtiments, vous voyez les tracteurs, des fois il y a 2, 3 tracteurs, tout ça, ça a un coût quand même assez considérable, en plus de la machinerie, en plus de toutes les autres dépenses qui viennent avec. Donc, tu te dis, hey, ce sont gros durs, eux autres, ils ont de l'actif qui vaut des millions, mais dans les faits, le salaire de l'agriculteur, c'est pas bien plus que du 30-40 000 $ par année qui est en mesure de se verser. C'est-à-dire que une moindre perturbation dans ses activités fermières aura des conséquences graves parce que c'est souvent dans son salaire qu'il va les couper. Du moment où est-ce que les revenus varient, c'est très flat. S'il arrive juste à se dégager un petit 30-40 000 $ par année, il ne suffit pas d'une grosse fluctuation pour que soudainement l'agriculteur se retrouve à même pas être en mesure de se nourrir, alors que sa job, c'est produire de la bouffe. Donc,
Ce qui arrive aussi souvent en agriculture, c'est que l'agriculteur doit souvent prendre à même son salaire pour financer certaines dépenses de son entreprise. Donc, je parlais l'autre fois avec une productrice laitière qui me racontait qu'une fois de temps en temps, quand elle allait à la coop acheter du grain, elle payait de ses poches parce que l'entreprise ne pouvait pas assumer cette dépense-là, mais en même temps, il fallait que ses vaches mangent, fait que c'était normal. Donc, c'est des cas qu'on entend là autour de nous. Fait que, ce qui arrive, c'est que l'agriculteur finit par couper dans son salaire, d'une part, mais aussi dans la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'avant de couper dans ton salaire, tu vas couper les employés autour de toi. Ce qui fait que la charge de travail augmente considérablement pour l'agriculteur. Et tout ça par souci de demeurer rentable. Donc, l'agriculteur et l'agricultrice ont des longues journées de travail. C'est épuisant à longue. Surtout que ça se fait 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, pas vraiment de congés. Les fins de semaine sont rares. Donc, évidemment, ça accroît la vulnérabilité de l'agriculteur, puis ça le rend extrêmement propice à la détresse psychologique. Et parlant de ça, au Québec, c'est 51% des producteurs et des productrices agricoles qui sont en détresse psychologique élevée, alors que chez le reste de la population, c'est 20%. Donc, déjà 20%, je suis comme flabbergasté. 51%, j'ai le goût de me lancer en bas de ma chaise. Là, en 2012, alors que 3% de la population en général pensait sérieusement au suicide, ce taux-là passe à 5,7% chez les agriculteurs et agricultrices et monte même jusqu'à 7,7% chez les producteurs et les productrices de porc. Ça veut dire que lorsque vous promenez dans un rang agricole et que vous voyez les 3 silos, les bâtiments, puis tout ça, vous voyez une première ferme, vous voyez une deuxième ferme, vous avez une bonne chance d'avoir croisé quelqu'un qui était en forte détresse psychologique. C'est quand même assez alarmant, je dirais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le MAPAC, en 2020, a publié un rapport pour établir c'était quoi les causes les plus fréquemment observées qui occasionnaient un stress chez l'agriculteur. Donc, ils en ont pointé quelques-uns, notamment les facteurs économiques de façon générale, donc diminution des revenus, on en a parlé un peu. Il semble y avoir des causes systémiques qui peuvent orchestrer des diminutions de revenus, une hausse des dépenses, l'endettement. Tout ça peut être guidé parfois par l'investissement, ce genre de choses-là, qui semble être un impératif dans une agriculture industrielle. Bon, les obligations environnementales sont nommées. En fait, c'est sûr que lorsque l'entreprise te dit « moi, je suis prête à payer ça », puis que d'un côté, tu as des obligations environnementales desquelles il faut que tu répondes, puis que ça a des chances d'augmenter un petit peu tes coûts de production, tu n'es pas très content. Fait que ça peut occasionner un stress. Donc, il y a quand même un lien avec la configuration du marché. J'en passe. La charge de travail est nommée comme source de stress. J'en ai parlé, du 7 jours sur 7, 365 jours par semaine. Je trouverais aussi que ma charge de travail est élevée. Puis, l'instabilité des marchés. C'est aussi quelque chose qui est nommé. Donc, des facteurs qui semblent trouver leur fondement dans la configuration systémique de la chaîne de production agro-industrielle. Puis, actuellement, là, ce qui est proposé par le MAPAC pour combattre la détresse psychologique, le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est de se référer, ou en fait référer rapidement l'agriculteur à un spécialiste lorsque la détresse s'installe. C'est pas pour... Je ne veux pas critiquer le MAPAC, c'est pas ça parce que... Bon, bref. Mais c'est juste une façon de soulever que les causes endémiques ne sont pas considérées dans la solution, là, malgré le fait qu'elles soient identifiées. Là, je pose la question directement. Est-ce qu'un revenu de base pourrait résoudre certaines de ces causes endémiques de l'agriculture industrielle? Par exemple, en assurant un revenu, donc en réduisant la dépendance des agriculteurs envers les grandes entreprises. Est-ce que ça ne pourrait pas permettre à l'agriculteur de pouvoir refuser des prix qui sont trop bas? Si, par exemple, il se dit « non, ça ne fait pas mon affaire, je refuse, de toute façon, je ne meurs pas si je dis non à cette décision-là, je suis déjà bien parti. » Puis, à la place, veiller, par exemple, à une distribution par d'autres canaux. Donc, plutôt que de dealer avec cette seule entreprise-là qui s'impose devant lui, se dire « on va me réunir avec les autres producteurs autour de nous, on va essayer de développer un réseau de distribution locale, les marchés de proximité, ce genre de choses-là. Est-ce qu'un revenu de base ne pourrait pas permettre de considérer d'autres avenues que l'endettement pour pouvoir mener une vie digne? Je pose des questions, là. Est-ce que ça ne pourrait pas permettre l'embauche d'une main-d'œuvre, mettons, parce que le salaire
de l'agriculteur est déjà reçu par le revenu de base, par exemple, ce qui pourrait donc réduire la charge de travail de l'agriculteur en tant que tel et qui pourrait peut-être prendre sa semaine de vacances un moment donné, tu sais. C'est ça. Donc, sachez aussi que la pandémie entraîne une hausse des appels à l'aide. Donc, les pertes de revenus liées à la pandémie ou le problème des ports en attente sont souvent évoqués comme source de stress. Donc, la pandémie a mis en exergue la grande dépendance de nos agricultures envers les systèmes de distribution globalisés. Puis, les bouleversements qui s'observent là, à l'échelle mondiale ont des conséquences directes qu'on observe ici même dans nos prix. Puis, dans mon cas, c'est mes voisins. T'sais. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une photo de mon kiosque cet été. Je vendais une coupe de légumes. Donc, un revenu de base en agriculture. Donc, ces circonstances agricoles encouragées par l'agriculture industrielle ont évidemment des conséquences désastreuses qu'un revenu de base pourrait potentiellement résoudre. Donc, par exemple, les conséquences sur les pratiques et le modèle agricole. Donc, ce que je disais, c'est que les pratiques sont souvent induites par la configuration marchande, mais est-ce que d'indépendantiser, dans le fond, excusez, la relation que le producteur a avec ces acheteurs-là ne pourrait pas lui permettre de revoir, en fait, ses pratiques, puis de tranquillement tendre vers un modèle de production pluriel, donc avoir différentes productions sur son terrain, donc finalement redéfinir le modèle agricole dans son entièreté. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir des conséquences bénéfiques sur la santé mentale, des conséquences bénéfiques sur l'environnement? Donc, la chaîne de production agro-industrielle, comme je disais, provoque la nécessité des monocultures, ou la spécialisation de l'agriculture, qui en retour a des conséquences sur l'environnement, par exemple, par la perte de santé des sols, perte de biodiversité, diminution des services écosystémiques, par exemple. Ça a aussi des conséquences sur la société, là, une perte de vitalité des régions, les finances sociales, puis on pourrait en nommer d'autres. Donc, au vu de ça, puis d'autres lectures, là, un revenu de base en agriculture pourrait permettre de, par exemple, réduire la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices face aux aléas climatiques. Donc, les sécheresses observées ces dernières années créent un stress immense parmi la paysannerie. Je vous le dis, on dort mal le soir quand on sait qu'il n'annonce pas de pluie pendant 3 semaines. Là. Mais sauf que si, par exemple, l'agriculteur a déjà un revenu, ça peut retirer un stress parce qu'il n'est plus complètement dépendant de la vente de ses aliments. Non pas que c'est souhaitable de ne pas en vendre, mais pourquoi il devrait écoper? En fait, c'est toute la société anyway qui va écoper quand on n'aura plus de bouffe. Là, ensuite, est-ce que ça ne pourrait pas permettre d'améliorer le pouvoir de négociation des agriculteurs, des agricultrices face aux grossistes et aux transformateurs qui, dans bien des cas, contrôlent les secteurs agricoles, donc réduire la vulnérabilité des agriculteurs et agricultrices face à la volatilité des prix, donc avoir un pouvoir de négociation. Donc, encourager le développement aussi du rôle de l'agriculture au-delà de ses activités commerciales en favorisant ses aspects plus sociaux, comme la vente directe, la présence sur les marchés locaux, la création coopérative de marchés fermiers. Donc, on parlait de volonté de créer des coopératives de marchés fermiers, mais on ne trouve pas le temps parce qu'on est trop occupé, parce qu'il a fallu couper dans notre main-d'œuvre, parce que vous voyez. Donc, ça pourrait peut-être permettre de développer collectivement une nouvelle forme d'agriculture. Dans une perspective d'émancipation, de sortir complètement de ces problèmes-là. Donc, un revenu de base en agriculture pourrait aussi permettre d'encourager le développement des fermes à petite échelle qui sont plus durables, bien souvent, résilientes aussi que les grosses fermes. Ça pourrait peut-être permettre de reconnaître le rôle social d'une agriculture plurielle et locale dans la vitalité et le développement des régions. Actuellement, là, c'est ça, l'UPA dit que si on veut garder nos 30 000 fermes, c'est-à-dire les 100 000 de moins qu'on avait il y a 50 ans, il faudrait 1100 nouveaux jeunes par année pour assurer la relève. En même temps, il nous dit que mais les fermes sont trop chères en ce moment. Il y a eu tellement d'investissements qui ont été mis que la relève ne peut pas se permettre d'acheter ces nouvelles fermes-là. Mais là, il nous dit, par exemple, il y a peut-être un peu d'espoir avec les petites fermes parce que ça coûte moins cher, tu sais. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de pousser dans ce sens-là, puis de développer justement le modèle de la petite ferme à la place? Puis finalement, assurer la pérennité des structures agricoles non orientées vers les marchés, comme les activités de glanage de surplus, les corvées printanières, ce genre de choses-là, le jardinage communautaire, les projets citoyens en agriculture. Fait que c'est ça. C'est la fin. Puis, puisque c'est la fin, j'en profite en fait pour juste faire un petit rappel qu'il y a des événements à venir. Donc, demain, 10 mars, à 19h, donc même heure,
L'Union paysanne propose une discussion sur l'agriculture numérique. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en parler, ça va vraiment être, c'est ça, il va y avoir des gens qui vont être là, puis on va pouvoir en parler là, vraiment en ayant de plaisir. Et puis, il y a aussi l'Assemblée générale annuelle de l'Union paysanne qui a lieu samedi le 13 mars à 10 h. Donc, il y a des inscriptions, ils se prennent sur Eventbrite. C'est gratuit, mais c'est juste pour savoir qui va être là. Puis, c'est ça. Il y a des belles opportunités d'implication. J'ai dit ça, je dis rien. Puis ben là, j'ai écrit d'autres annonces, point d'interrogation, au cas où, je ne sais pas, Lisanne, l'arbre, quelque chose comme ça. On n'a pas d'événement public là, mais à la mi-mai, on devrait avoir une assemblée de fondation. Mais à part de rebondir là, vers comment rejoindre l'arbre et tout ça, je voudrais juste m'assurer pendant que c'est chaud, s'il y a des questions suite à la présentation de Gabriel. Donc, Gaspard, est-ce que... Oui, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il y a comme une espèce de discussion là, en parallèle sur le chat, puis tout. Puis je ne reformulerai pas toutes les questions complexes qui demandent de clarifier les affaires d'agriculture, mais une question de clarification. Dans Gab, ce que tu proposes, ou ce que tu as nommé, est-ce que le revenu de base est destiné aux gens qui font de l'agriculture ou aux entreprises agricoles? Bonne question. Ah ben, c'est une question qui est super intéressante, en fait, et pour laquelle je n'ai pas de réponse et pour laquelle j'aimerais bien en avoir une. Mais c'est ça, tu sais, ce que je proposais, c'est surtout des réflexions, là, dans le fond. Est-ce que ça peut être pertinent, un revenu de base en agriculture? Puis, à mon avis, il y a quelque chose de potentiellement émancipateur avec ça, donc une sortie du système, puis tout ça. Mais après, qui aurait le droit? C'est à voir aussi, tu sais, est-ce que, même à la base des choses, est-ce qu'un revenu strictement condensé à l'agriculture, c'est vraiment ce qui est espéré? Ou est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt voir l'Union paysanne plus large, puis s'inscrire dans des démarches qui font la promotion d'un revenu qui est distribué à l'ensemble de la population? C'est aussi une avenue là, qui peut être proposée. Tu sais. Oui, si je peux rebondir, là, des fois, le revenu de base peut être accordé à des individus, peut être accordé à un foyer familial, là, ça pourrait être l'entreprise. En tout cas, tout ça, c'est des modalités qui se discutent. Puis aujourd'hui, on était quand même très curieuses et curieux d'entendre ce que les gens avaient à dire sur le genre de modalités qu'ils trouveraient souhaitables, soit par rapport à leur situation personnelle, soit par rapport au milieu agricole en général. Puis par rapport à un revenu de base en agriculture, dans l'idée que les consommatrices, consommateurs ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que les productrices, producteurs, mais qu'un meilleur pouvoir d'achat pour les consommatrices et consommateurs permettrait peut-être d'acheter les produits à un meilleur prix. Le revenu de base en agriculture pourrait aussi être distribué à tout le monde, juste aux agricultrices, agriculteurs. Fait que j'ai envie de lancer un peu la discussion là, pour notre dernier 20 minutes. S'il y en a qui veulent prendre la parole pour s'exprimer sur le type de modalité de revenu de base qu'elle ou il trouve plus intéressant. Vous pouvez lever la main à l'écran ou dans la petite main bleue là, dans la liste des participants. Sinon, juste avant, je peux me permettre d'ajouter, donner certaines précisions. Là. Au début, j'ai parlé du programme de soutien à l'agriculture que Jean Pronovo proposait. Là. Donc, c'est peut-être une base concrète sur laquelle on peut s'appuyer. Mais lui, il y avait un plan qui était assez défini. C'est-à-dire que lui prévoyait donner l'argent aux fermes et non pas aux individus qui composent la ferme. Donc, c'était la ferme qui recevait un montant, un maximum de 150 000 $ par ferme. Il y avait un premier 10 % de ce montant-là qui était calculé en fonction des premiers 50 000 $ de revenus. Donc, si une ferme fait 50 000 de revenus, elle a déjà un 5 000. Puis après, s'ajouter à ça d'autres sommes en fonction de l'historique de la ferme, son lieu géographique, les circonstances climatiques de la région en particulier. Donc, aussi, s'il répondait à certaines exigences environnementales, avait droit à plus d'argent. Donc, ça, c'est ce que Jean Pronovo proposait. Là. Super, merci. On a une première main levée. Philippe Gravel, je t'invite à prendre la parole. Oui, excusez, je ne pensais pas que ça allait être vite comme ça. Ben, en fait, c'est pour rebondir sur ce que Gabriel a dit sur Pronovo. C'est déjà un modèle qui existe sous une autre forme. Par exemple, en Suisse, il y a
une subvention juste à l'entretien du paysage qui est donnée aux producteurs agricoles puis à leur contribution sur différents aspects de l'entreprise, qui peut aller jusqu'à 70 000 francs suisses. Donc, je pense en canadien, c'est autour de 140, 150. Mais personnellement, c'est pas un modèle que je préconiserais simplement parce que ça devient comme, en fait, que, en général, l'agriculture et le capitalisme, naturellement, dépendent du travail invisible qui est fait. Puis, au Canada, notre système dépend principalement des travailleurs migrants puis de l'exploitation coloniale pour l'agriculture. Puis, je ne me sors pas de ça, là, moi-même, je suis producteur agricole. Mais si on fait juste subventionner les agriculteurs pour qu'ils entretiennent les paysages au Canada, je pense que c'est hautement problématique. Je ne sais pas qu'on doit nécessairement aller vers ça, mais je veux juste souligner qu'une mesure comme celle de Pronovo peut parfaitement être en place dans un pays riche comme la Suisse ou le Canada. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Ou si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser, gênez-vous pas. Peux-tu poser une question? J'arrive pas à lever ma main. Dans le fond, j'ai une question, mais est-ce que la question du revenu minimum garanti en agriculture me semble un peu couper l'herbe sous le pied de la question du revenu minimum garanti pour tout le monde. Je serais partiellement mal à l'aise si des gens se lançaient pour dire « Ouais, on va aller donner un revenu minimum pour les agriculteurs et les agricultrices », sans considération de tous les groupes qui militent déjà pour un revenu minimum garanti pour le monde en général. C'est une réflexion comme ça, dans le sens de soyons parallèles, là, je regarde mes mains, là. Ne nous nuisons pas les uns les autres dans nos luttes. Après ça, là où moi, je décroche un peu en toute transparence de cette affaire-là, c'est que c'est une lutte étatique, c'est une lutte. Il faut convaincre l'État. Il y a juste l'État qui peut accorder ce revenu-là. Fait que si le. Tu sais, moi, je suis producteur maraîcher également. Puis moi, j'ai pas le goût dans la vie de me lancer à convaincre l'État qui me méprise et qui nous méprise collectivement, massivement. Fait que voilà, il y a une belle contradiction. Je veux pas. Tu sais, les contradictions, elles s'accumulent à rendre rien impossible ou quoi que ce soit, mais je me disais que ça valait la peine de la partager parce que c'est une hostie de grosse contradiction puis crispant dans le chemin. Et merci Gaspard pour ton partage. Je passerai la parole à Gaëtane Maugé qui a levé la main. Oui, bonjour. C'est ça. Moi, je n'ai pas nécessairement de réponse aux modalités pour l'instant, mais ça fait longtemps que je suis pas productrice agricole, mais je suis très proche de ce domaine-là. Et dans les années 90, justement, je travaillais avec le syndicat de base de l'UPA ici, puis les gens demandaient une parité avec les pêcheurs. Parce qu'en Gaspésie, l'agriculture est, en tout cas pas partout, évidemment, mais dans le secteur où je suis, à très temps partiel. Donc, beaucoup de producteurs agricoles doivent avoir un travail autre pour subvenir à leurs besoins, donc pour continuer de pratiquer l'agriculture. Et les pêcheurs, eux, qui sont quand même des travailleurs saisonniers, ont droit à l'assurance-emploi. Donc, on a eu quelques revendications, mais que l'UPA n'a jamais porté là, vraiment, parce que, bon, ça semblait extrêmement compliqué à faire valoir, mais ça reste quand même que c'est une sorte d'inégalité, d'inéquité, puis je trouve que ça ramène un peu ce débat-là dans des régions comme la nôtre. Un revenu de base, c'est sûr, bon, comme la personne vient de dire, je ne sais pas si c'est pour que les agriculteurs, mais du moins, si ce n'est pas un revenu de base, pour des petits agriculteurs, ça peut être intéressant d'avoir un revenu minimum garanti que certaines formes là, de travailleurs saisonniers ont déjà. Donc, c'est un petit commentaire juste pour ramener un peu la partie de l'histoire chez nous, puis des revendications là, qui n'ont pas porté fruit. Merci. Merci Gaëtane. Je passe la parole à Kevin Godreau. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je pense que ce serait vraiment intéressant pour ça. Moi, je suis dans l'univers de la permaculture, de l'agriculture de petite surface, de proximité. Fait que c'est pas si pire, je suis capable de me débrouiller tout seul.
mais je connais beaucoup le monde de l'agriculture. Puis quand on parle d'employés, justement pour s'alléger les tâches, souvent c'est compliqué d'avoir des employés, puis surtout de les garder, parce qu'on ne peut pas, avec notre budget, avec les revenus, payer à juste prix un employé. Fait que ce revenu minimum de base serait intéressant aussi pour les employés, parce que si moi je dis j'ai besoin d'un employé, je ne peux pas le payer plus qu'au salaire minimum, mais que la personne dit ben moi, le salaire minimum, oublie ça, j'ai de la misère à arriver. Fait que si ces personnes-là avaient un revenu minimum garanti, ben, l'agriculteur pourrait dire hey, moi, je vais t'offrir le salaire minimum plus ton revenu minimum garanti. Ça donnerait un salaire vraiment plus juste, plus intéressant et surtout, on pourrait garder ces employés-là qui se disent ben, je suis payé un peu moins, mais avec le balance, j'y arrive très bien. Puis aussi, dans d'autres univers, on parle d'agriculture, mais il y a plusieurs facettes, mettons, dans l'univers du sauvage, la cueillette sauvage, des trucs comme ça, qui est vraiment un univers vraiment intéressant, mais qui n'est pas payant. Si on avait ce revenu-là de base, on pourrait aller jouer dans plusieurs sphères, puis vraiment plus diversifiées, puis justement se créer une certaine résilience. Puis la personne qui se dit, ben moi, je n'ai pas le choix de travailler pour le gouvernement, ça me fait chier, mais j'ai un bon salaire, je dirais, hey, je débarrasse de cette job-là, ça ne me tente plus, mais je vais aller travailler pour un maraîcher XYZ parce que j'ai le montant de base qui m'aide. Puis en plus de ça, je vais faire quelque chose qui me fait triper. Fait que, ça allège, comme on disait un peu plus tôt aussi dans la soirée, là, le côté du stress, le côté du bien-être personnel et des trucs de même. Fait que moi, je pense que ce serait vraiment un côté intéressant. Le point que j'ai un peu de difficulté, mettons, je vais me mettre dans le côté de l'employeur ou du système. Comment on va faire pour réussir à donner cet argent-là pour pouvoir payer? Parce que veut pas, une grosse multinationale qui décide, ben moi, j'ai des taxes où je suis payé, il faut que mes produits vont augmenter. Ce qui fait que le revenu de base sera plus nécessaire parce que les produits à la base vont augmenter parce qu'il faut que je paye une taxe ou que je paye un surplus. Fait qu'au final, ça, j'ai un peu de difficulté avec ce côté-là parce qu'un riche, il est riche parce qu'il sait comment ça fonctionne. Puis souvent, c'est pas lui qui paye de ses poches, c'est le petit contribuable, c'est moi, c'est vous autres. Ça fait chier, mais c'est ça le concept de base. Et je ne sais pas comment ça pourrait être fait, puis je pense que ça serait un gros débat à avoir par rapport à ça. Merci. Merci, Kevin. Je vais maintenant passer la parole à André Giguère. Oui, allô? Moi, c'est bien beau, les revenus garantis minimum, mais ça met le monde, ça maintient le monde en survie. Ça peut aider, c'est certain, mais je trouve encore que c'est une façon de mener la bataille à l'envers. Parce que c'est encore les plus gros qui vont abuser des plus petits, vont dire, bon, ben vous avez un revenu minimum, ben moi, je peux te charger plus cher parce que tu as déjà un revenu minimum garanti, puis il va finir par gonfler ses prix. Ils vont utiliser la carte que les petits ont dans le jeu, puis ils vont le retirer. Puis moi, je pense que la bataille devrait être plutôt l'inverse. Ce serait d'imposer des limites aux plus gros, arriver avec des revenus, des gains maximum. Parce qu'on est tout le temps en déséquilibre, on pense toujours au minimum, mais on n'impose jamais de limite avec des revenus. Puis ça, ben, ça l'amène toutes les conséquences qu'on connaît de l'industrialisation puis de la surconsommation. En ayant un gain maximum, ben, les surplus sont redistribués après ça aux plus petits, puis dans la société, dans la collectivité, dans les entreprises, etc. C'est mon point de vue. Merci. Thomas a une main levée. Ouais, j'aimerais ça rebondir sur ce que André dit. C'est ça, c'est sûr que quand on parle de revenus de base, c'est une partie d'un plus grand projet de société. On parle de revenus de base, mais je pense par exemple au Front commun des personnes à cité sociale, eux, ils vont relier le revenu de base aussi à l'accessibilité aux services, à l'éducation gratuite, etc., etc. Donc, c'est une des parties. Puis je pense que c'est une manière de faire un plaidoyer pour comme une chose plutôt que d'en faire pour plusieurs.
parce qu'au niveau des politiques publiques, on réalise souvent que le minimum n'est même pas là. Mais je trouve ton point super intéressant. Entre autres, là, quand on regarde les inégalités sociales en santé, OK, admettons les revenus qu'on va donner aux gens, un revenu de base, quand on le donne aux personnes qui font 20 000 ou moins, l'investissement est massif dans leur santé parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher le minimum. Mais quand on le remet à des gens qui font entre 20 et 30 000 là, c'est plus mitigé. Puis on réalise qu'en fait, c'est par rapport aux écarts salariales dans une société que l'investissement sur la santé va être important ou non. Donc, ça ne dépend pas nécessairement juste du montant qu'on va donner à ces gens-là, par rapport, par exemple, de donner le revenu de base, mais ça dépend aussi de qui dans la société qui fait des montants importants. Donc là, justement, à cette proposition-là de revenu minimum, il peut aussi s'agencer d'autres propositions de salaire maximum, par exemple. De se demander comment ça que des milliardaires, ça existe, comment ça que quelqu'un peut faire un salaire de 500 000 alors que d'autres vivent avec dans le coin de 17 000 sur l'aide sociale. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une petite partie, le revenu de base d'un projet de société qui est plus grand. Puis j'aime bien que tu apportes aussi le point de vue de réguler les plus puissants, finalement. Merci Thomas. Ambre, à toi la parole. Oui, c'est vraiment important d'avoir amené cette question. Je suis totalement d'accord de revenu maximum ou de capital maximum, même de maximum, en fait, en même temps que d'amener la question du minimum. Et souvent, en fait, dans les propositions plus émancipatrices, ça va ensemble. Donc, ça, c'était un point que je voulais aborder. Je voulais aborder aussi, et comme a dit Thomas, le revenu, c'est pas une fin en soi. Je dirais que en fait, l'objectif, c'est quand même l'accès aux moyens d'existence, donc accès aux moyens de vivre. Donc ça peut passer par une forme monétaire parce qu'on est dans une économie monétaire de production actuellement, mais on pourrait très bien penser ce revenu aussi, et ça, c'est une proposition, elle a sa place dans le débat, hein, en nature. Donc, certains versements, ça pourrait être la gratuité sur certaines denrées, par exemple. On peut penser à l'eau, l'électricité ou certaines parcelles de terre, etc. On pourrait aussi imaginer qu'une part de cet accès aux moyens d'existence soit en nature. Donc ça fait partie des propositions. Et puis, pour revenir à la question de l'État, oui, il y a une contradiction fondamentale finalement. Je suis totalement d'accord avec donc avec ça. Il y en a qui donc pensent ce revenu donc en partie finalement en monnaie locale, mais bon, les monnaies locales, elles n'ont pas encore. Il y en a qui fonctionnent, mais c'est pas encore assez gros finalement pour qu'on puisse compter là-dessus. Mais ça peut être aussi une idée. Je lance la balle. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une contradiction fondamentale parce qu'effectivement, c'est l'État qui doit verser ce revenu-là. Mais bon, il va falloir changer le système. Faut le prendre. La transformation, il faut la prendre par un bout, disons. Donc, voilà. Merci Ambre. Il reste un autre tour de parole. Moi, j'aimerais en prendre un aussi là, après. Là. Je le dis par souci de transparence. Je vois un deuxième tour de parole à l'écran. Jean-Simon, c'était ça? Oui, OK, cool. Fait qu'il y aurait comme deux tours de parole. Le mien pour le mot de la fin, si ça vous va. Si jamais vous voulez prendre la parole absolument, là, parce qu'on est à 8 minutes là, de 9 heures, faites signe. Mais sinon, on irait là, pour comme 3 dernières prises de parole. Si ça convient à tout le monde, je lance la balle à Gabriel. Oui. En fait, c'est ça. Initialement, il y avait une idée là, par cette rencontre-là, c'était d'en venir à une proposition qu'on allait pouvoir émettre lors de l'Assemblée générale. Je ne pense pas que je serais capable de synthétiser le propos, d'autant plus que, c'est ça, les opinions n'ont pas été nombreuses. Bien, pas qu'elles n'ont pas été nombreuses, mais on manque de temps, en fait, pour formuler une proposition. Ceci dit, il y avait été question de potentiellement former un genre de groupe de travail ou un comité de travail de l'Union paysanne où on pourrait se rencontrer
peut-être en nombre plus restreint, ou peut-être pas, peut-être qu'on va être 53 personnes, je ne sais pas, pour en discuter davantage, puis peut-être réfléchir à la question plus largement, puis éventuellement prendre une position en tant qu'organisation. Ce que j'entends, entre autres, c'est cool, un revenu minimum garanti, peut-être pas juste pour l'agriculture, parce que si d'autres gens reçoivent un revenu ailleurs, il y aura de toute façon des conséquences positives sur l'agriculture. Je trouve ça vraiment intéressant d'y aller là-dessus. Puis notamment la question du maximum aussi, moi, ça m'interpelle beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On lancera ça prochainement. Là. On va faire des appels sur Facebook, puis à l'Assemblée générale aussi. Super, merci Gabriel. Donc, Jean-Simon, ce sera à toi. Oui, merci d'abord à tout le monde qui sont intervenus dans cette discussion-là. C'est vraiment super intéressant. Moi-même, je suis pas, je suis impliqué auprès de l'Union paysanne, mais je suis pas moi-même un agriculteur. Je ne sais pas des revenus salariés de l'agriculture. Mais je suis dans une démarche depuis quelques années de me défaire de cette relation salariale-là qui a été décrite plus tôt. Puis, dans le fond, je suis vraiment enthousiasmé d'entendre toutes ces idées-là parce que je vois le potentiel que ça peut avoir d'offrir un revenu minimum garanti à tout le monde pour ce qui est de l'agriculture vivrière. Donc, l'agriculture familiale pour nourrir sa propre communauté. Donc, ça dépasse l'agriculture maraîchère, l'agriculture paysanne, ça va aussi au niveau de OK, j'ai plus besoin d'un salaire pour vivre, je suis en mesure de produire des aliments, d'utiliser mon temps à la maison pour faire ce travail-là. Puis, d'être impliqué aussi comme citoyen dans des projets qui nous permettent de construire une meilleure société. Donc, je pense que c'est beaucoup plus large que juste la question. C'est sûr que ces questions-là sont ultra importantes, là, d'assurer un revenu décent à tous les paysans, paysannes, puis dans le fond, à tout le monde. Mais je pense que c'est important aussi d'élargir notre vision puis de voir tous les bénéfices que ça peut apporter à la résilience des communautés, puis l'implication citoyenne, puis l'implication des gens pour améliorer leur environnement puis améliorer leur qualité de vie. Donc, oui, je suis vraiment content. Et merci. Vu qu'il n'y a pas eu d'autres demandes de tour de parole, je vais peut-être m'enligner vers un petit mot de la fin. Mais avant de faire le mot de la fin de mon chapeau d'animatrice, je voudrais donner un peu je vais y aller plus avec mon chapeau de moi, ce que je pense de tout ça. Puis pour moi, un revenu de base est vraiment intéressant dans l'idée où il nous sort de la logique salariale de soumission au salariat, de devoir aller enrichir un propriétaire quelconque. Là. Donc, dans l'optique vraiment d'essayer de sortir du salariat, pour moi, le revenu de base doit être inconditionnel tout à fait et doit être un revenu suffisant pour vivre dignement juste sur ce montant-là. Donc, pas un revenu que tu as besoin d'aller justement travailler pour le compléter. Puis que ça doit tendre en fait vers une diminution de notre consommation, là, un peu comme a été nommé avant. Puis je vais mentionner par rapport à l'espèce de contradiction d'aller demander à un gouvernement là, de s'occuper de nous finalement, là, par rapport à convaincre l'État d'investir dans le revenu de base. Mais je pense qu'en ce moment, autant au fédéral qu'au provincial, qu'au Canada, au Québec, il y a des projets de revenus de base qui sont proposés par les différents partis politiques et ils cachent toutes sortes de différentes réalités. Puis je trouve ça vraiment important qu'on se pose des questions entre nous sur qu'est-ce qu'on trouve souhaitable comme revenu de base, même si on ne va pas aller le revendiquer auprès du gouvernement, au moins pour être capable de critiquer ce que le gouvernement va nous proposer.
Au Québec, en 2018, il y a eu une loi sur le revenu de base, puis ont transformé une partie de l'aide sociale en revenu de base. Mais c'est un revenu qui demeure ridicule par rapport aux besoins à couvrir, puis finalement, qui est super difficile d'accès parce qu'il faut avoir déjà été sur un programme d'aide financière pendant un certain temps. Mais bon, le fait qu'ils vont appeler ça revenu de base, puis ça va être présenté comme le gouvernement du Québec a maintenant un revenu de base. Mais si nous, on prend le temps de réfléchir à tout ça, on est peut-être capable de se dire, ou en tout cas, ça, c'est mon opinion. Là. Moi, je me dis, c'est pas un revenu de base suffisant à mon sens. Mais bon, les gens pourront décider pour eux-mêmes. Mais je trouve ça vraiment intéressant de poursuivre ces discussions-là pour qu'on puisse se positionner et critiquer, rester critique vraiment de ce qui nous est proposé. Et si ça vous intéresse, là, dans une perspective vraiment large de discussion sur le revenu de base, pas nécessairement juste en agriculture, ben, l'arbre, n'importe qui peut en faire partie. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de critères d'admissibilité. On est universel. Yeah. Mais vous pouvez aller sur revenudebase.ca et vous trouverez assez facilement le formulaire d'adhésion. Puis là, vous pouvez juste remplir le petit formulaire pour recevoir des nouvelles de l'arbre si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis d'avoir réfléchi collectivement à cette question du revenu de base en agriculture. Est-ce que, Gabriel, tu voulais faire un petit mot de la fin? Ambre ou Thomas ou quelqu'un? J'allais juste dire que c'est ça, la discussion pourrait être relancée dans un groupe plus petit, puis on verra. Puis potentiellement qu'elle pourra avoir lieu aussi, peut-être un court instant à l'Assemblée générale annuelle. Mais ceci dit, bon, bref, suivez un peu Facebook. Là, je pense que ça va être le canal privilégié là, pour prendre contact avec tout le monde. Mais suivez pas trop Facebook non plus. En tout cas, soyez prudents et prudentes. Ouais, je pourrais aussi faire un petit mot de la fin. Ben, juste dire, de un, j'ai vraiment apprécié comme échanger avec vous. Vous avez des interventions super intéressantes. Le chat débordait toute la soirée. Là. On dirait que c'est venu vraiment vous chercher. Je me dis que, tu sais, il y a de la matière à travailler. Donc, n'hésitez pas à nous inviter, nous de l'Arbre, à votre prochaine réunion où est-ce que vous allez parler d'alliance, pas d'alliance, pardon, de revenus de base. On pourra envoyer une personne déléguée là, pour jaser de ça avec vous. Puis je pense aussi que justement, comme c'était nommé, il y avait des craintes là, de dire ben là, on donne ça juste aux paysans, aux paysannes, aux agriculteurs, agricultrices. On vole tout ça aux autres. Je pense au contraire que justement, quand on se rencontre comme ça, quand vous venez dans nos rencontres, quand on vient dans vos rencontres, mais là, les personnes à cité sociale se solidarisent avec les paysans se solidarisent avec nous, on peut se solidariser avec les infirmières. Puis c'est en montrant, en faisant une classe commune, là, disons comme ça, de faibles salariés, de personnes qui vivent avec très peu, que là, on peut avoir une force du nombre assez importante. Donc, j'espère que ça a contribué à ça, puis ça a bâti un peu plus de solidarité entre nous. Puis c'est ça, j'ai vraiment apprécié ma soirée. Et moi aussi, je voulais vous remercier rapidement. C'est une des plus belles discussions que j'ai eues sur le sujet depuis que je travaille un peu là-dessus. Et puis aussi, il y a les artistes aussi actuellement qui se mobilisent beaucoup sur le sujet. Donc, c'est ça, on peut converger. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.